Alors bonjour à tous, donc Arnaud Frisch, je suis photographe professionnel depuis 16 ans maintenant et c'est dans le cadre de mon activité professionnelle que j'ai été amené à régler des problèmes de gestion de la couleur qui m'ont vraiment passionné et comme ça me passionnait et au départ c'était pour mieux imprimer mes tirages sans avoir de déchets de papier. Je trouvais que j'avais beaucoup de déchets de papier. Je me souviens d'une photo de Place de la Concorde avec un beau ciel bleu crépusculaire. J'avais un mal de chien à imprimer et je me suis dit, bon, il doit bien y avoir des solutions. Et progressivement, puisque c'était un sujet qui me passionnait, puis comme j'aime bien la pédagogie, je me suis rapproché de spécialistes à l'époque. Je me souviens, je me suis tourné vers Gérard Nimetzki, un photographe et émérite en gestion de la couleur, qui m'a appris toutes les bases fondamentales de la gestion de la couleur. Donc un petit salut à lui. Et progressivement, j'ai essayé d'apporter toute mon expérience dans le cadre d'un site internet, donc pour un usage personnel et puis dans le cadre d'un acte pédagogique. Et donc j'ai constitué ce guide de la gestion de la couleur que vous trouvez sur internet et j'ai multiplié les pratiques, les tests, les essais. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fruit de 16 ans d'expérience et puis de choix personnels. Des fois, c'est simplement dans le cadre d'essais. Et là, ce dont on va parler aujourd'hui, un très bel nouvel écran qui est juste derrière moi. Et pour la petite histoire, je viens juste de recevoir, il y a moins de 50 minutes. Malgré le confinement, j'ai réussi à le recevoir à temps, le fameux ISO CS 2731. Et donc, on va parler du calibrage hardware, calibrage que j'utilise maintenant quotidiennement pour mon setup personnel. Donc voilà, c'est toute l'histoire d'une passion et d'un travail mêlé. Très bien, il y a encore pas mal de personnes qui s'inscrivent. Je voudrais que on change un tout petit peu le son. Est-ce que tu arrives à avancer un peu ton micro? Je ne sais pas pourquoi le son était un petit peu mieux avant. Ouais. Voilà, et Essaye là, là. est-ce que c'est mieux? Vas-y. Voilà, et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est un peu. Voilà, je vais essayer de le rapprocher un peu, sans saturer pour autant. Ouais. Je sais pas. C'est un petit peu difficile. Parce que L'image, là, je alors suis. pas mal de gens disent c'est un petit peu. Voilà, j'essaye de le rapprocher sans Ouais. saturer. Le bonjour de Raphaël de Graphic Réseau. Et puis Ah, salut Raph. j'ai beaucoup de personnes qu'on connaît, toi et moi. Bah, à force, oui, oui, ça fait 16 ans que je partage ça. Donc, soit avec les professionnels grâce à qui je récupère les écrans pour pouvoir les tester. Donc, voilà. Et puis, à force, ça, c'est une communauté, des gens passionnés qui me prêtent, qui me font part de leurs problèmes. Et c'est aussi pour ça que mon site permet d'être de plus en plus pertinent, parce que je ne peux pas rencontrer tous les problèmes qu'on peut tous rencontrer communément. Et c'est aussi pour ça que ce site commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et il y a plein de petits conseils, pas forcément des choses que j'ai rencontrées moi, mais parce que vous m'en faites part, parce que je passe beaucoup de temps avec vous au téléphone, et ça me permet d'avoir un retour d'expérience comme si j'étais un magasin, un peu comme un SAV, quoi. J'ai pas besoin de réparer les appareils, mais je suis au courant de plein de petits soucis, des petites choses. Et du coup, ça me permet d'avoir une expérience qui va simplement de au-delà acheter, et puis ça fonctionne. Il y a des fois des petits réglages, des petits ajustements, et donc cette expérience-là, et tout ça se fait grâce notamment aux partenaires qui notamment sont là aujourd'hui. Donc nos deux partenaires du jour, la Graphic Réseau et Profot, qui m'a donc envoyé hier en urgence. Donc merci Olivier Rigal là, de Profot, qui m'a envoyé en urgence l'ISO CS 2731. Et par chance, ouais, il est arrivé tout à l'heure, donc c'est vraiment génial qu'on puisse l'avoir. Donc je vais pouvoir très rapidement vous donner mon avis, puisque je l'ai testé vite, et je vais publier tout ça dès ce soir, très certainement. Donc vous aurez le test complet de ce nouvel écran ce soir sur mon site internet. Donc merci Olivier, merci à Profot, merci à Graphic Réseau pour d'autres outils que nous allons utiliser pour faire ce calibrage hardware. Très bien, beaucoup de personnes demandent, mais pourquoi est-ce que mon micro est coupé? Ben, vous êtes là au compteur un peu plus de 500. Donc si on ouvrait le micro de tout le monde, ce serait pire que la tour de Babel. Oui, ouais, c'est Voilà ça, ma vous pouvez réponse. chatter par écrit, mais pas prendre la parole. Ouais. C'est ça. C'est le principe de ces webinaires. C'est que vous nous écoutez, vous pouvez réagir directement sur le système de questions et de chat. Par contre, non, on mettra à aucun moment votre micro. Et pourquoi on démarre pas tout de suite? Parce qu'il y a encore pas mal de gens qui arrivent. Là, on est maintenant à 510 et ça continue à monter. Donc,
On attend que tout le monde s'installe. Il y a Façon, beaucoup de on se personnes. décalera sûrement un Voilà. petit peu, ça dépassera évidemment l'heure. On va dire que l'heure démarrera quand on va vraiment démarrer. Là, c'est des présentations, c'est des mots doux. Voilà. Et Mais j'aimerais que traditionnellement, ça dépasse un petit peu, quoi. tu nous dises aussi, là tu as parlé des aspects techniques, en tant que photographe, tu as aussi des spécialités, notamment la photo qu'on voit derrière toi. Oui, oui, je fais de la photo astronomique Voilà. avec du matériel très spécifique. C'est vraiment une passion qui nécessite encore beaucoup plus que la gestion de la couleur, des outils très spécifiques, notamment pour éliminer un énorme problème que nous avons, nous, astronomes, amateurs ou professionnels, c'est la rotation de la Terre. Et donc, comme il s'agit de suivre, on doit essayer de photographier, là c'est la Lune, mais même là, il y a des petits problèmes de temps de pause, parce que dès qu'on fait des photos le soir, les temps de pause s'allongent. Or, comme la Terre tourne, tous les objets célestes bougent. Et même sur la Lune, si vous mettez un temps de pause trop long, eh bien, vous allez avoir la Lune va légèrement se détendre parce que elle a tourné. En plus, elle a une vitesse propre par rapport à la rotation de la Terre. Donc, c'est un problème très particulier de photographier, ne serait-ce que la Lune qui pourtant est brillante. Et là, je ne vous en parle pas quand il s'agit des étoiles. Donc, je suis obligé de mettre mon appareil photo direct sur une monture, une très grosse rotule, une très grosse monture spéciale qui est parfaitement réglée sur la même vitesse de rotation de la Terre et ça va me permettre de photographier les étoiles qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles que la Lune, tout en essayant de faire en sorte qu'elles aient un aspect ponctuel. Et donc pour faire ça, je suis sur une monture très lourde, très spéciale, qui tourne à la même vitesse que la rotation de la Terre, qui est parfaitement réglée sur l'axe de rotation de la Terre, vers le pôle Nord, le fameux pôle Nord, donc presque à côté de l'étoile polaire. Et du coup, j'ai une petite lunette guide, c'est hallucinant, et sur lesquelles il y a un petit capteur numérique, un petit capteur photo numérique, qui est relié à un mini ordinateur et qui suit une étoile extrêmement précisément. Et si jamais ma monture tournait un peu trop vite ou un peu trop lentement, donc l'aspect de l'étoile ne serait plus parfaitement rond, mais légèrement étiré, et eh bien à ce moment-là, ça donne une petite impulsion automatique à ma monture qui va corriger instantanément ou presque, de manière à ce que les étoiles soient le plus ponctuelles possible. Donc je fais ça, là c'est vraiment une Arnaud, passion, mais je... Ouais. deux questions. La première, j'ai plusieurs personnes qui réagissent en demandant est-ce que c'est la super lune d'il y a 3 semaines, ce que tu as pris en photo derrière nous? Non, 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 c'était pas celle-là. Mais en fait, D'accord. sur une photo comme celle-ci, c'est pratiquement impossible de savoir si c'était une super lune ou pas. Parce qu'entre une super lune et vraiment une pleine lune, mais la plus petite possible, donc quand elle est au périlé, il y a 15% d'écart. Ouais. Donc 15%, vous voyez là la photo, la Lune là est, remplit une toute petite portion de la photo, et il n'y a que si on superposait une photo réalisée au moment de l'apogée, au moment du périlé, donc avec ces 15% d'écart, que là on verrait qu'effectivement c'est pas négligeable, mais comme ça, quand on la regarde comme ça, sauf pour un astronome aguerri, d'ailleurs c'était impossible à voir à l'œil nu. Pour moi, il faut vraiment être très très aguerri. Et donc, mais là, en l'occurrence, non, non, c'était juste parce que ce soir-là, je savais qu'elle se levait à cet endroit-là. Et du coup, j'y suis allé parce que j'avais le premier plan que je souhaitais, quoi. Mais On ça va aurait un pu, tout petit peu mais ça réessayer n'aurait pas pour le. changé grand-chose. Voilà. En fait, c'est spectaculaire. On nous dit c'est une super lune, c'est fantastique et autres. Mais voilà, vraiment très important. Vous prenez la photo, vous la grossissez de 15%. Alors, ça se trouve là, comme la lune est grossie et elle diminue selon sa distance par rapport à la Terre. En gros, là, admettons, elle a été photographiée au milieu de cette distance intermédiaire. Et donc, soit elle est 7% plus grande, 7% plus petite. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas grand-chose. Donc, c'est spectaculaire et annoncé par les médias, mais en réel, ça, on fait la photo. Arnaud, il faut qu'on améliore un tout petit peu les conditions de son. Le micro, ça sature un peu. Remets-le peut-être comme il était au début. Je ne sais pas exactement Attends, je vais baisser Vas-y. l'amplificateur de mon micro, et là, vous me dites si c'est bon ou pas. Est-ce que ça sature moins là? J'ai baissé légèrement. Ça sature un petit peu moins. Moi, j'aurais tendance à dire, il faudrait que tu mettes la position du micro un petit peu plus bas. Ouais, Plus bas. Voilà. voilà. Essaye Là, maintenant. vous allez me dire si c'est bon ou pas. C'est plutôt meilleur le son là. Ouais, c'est bien. Au meilleur, bon, c'est parfait. Donc Alors, voilà, beaucoup de ça, personnes me entre disent autres, je fais de la l'image photo. Je l'image est fais également de la photo parasitée. panoramique, et puis voilà, je fais plein de choses qui me passionnent. Mm. L'image est parasitée, ça pixelise un peu, j'en conviens. Moi aussi, je vois Arnaud un peu flou là. Mais Alors ça, simplement, malheureusement, c'est un peu flou.
Enfin, je sais pas, moi j'ai une super webcam que j'ai achetée exprès Oui, oui, parce oui. que et peut-être qu'elle fait mal l'autofocus, non, je sais pas, est-ce que Non, pas c'est du mieux tout. si C'est la non? bande passante, mais aussi là, on est Ah d'accord. monté à 540 personnes. Donc peut-être qu'une partie de la bande passante, elle est partagée par le nombre de participants. Ça devrait pas, mais bon. Comme j'habite à la Moi, je campagne en plus, propose peut-être. qu'on démarre. Le son est bon maintenant. Et Super. plusieurs personnes me disent la qualité de l'image est meilleure si on est tous les deux ensemble. Bah écoutez, on va essayer. Moi, si j'apparais, il n'y a pas de raison que ce soit meilleur. Mon image, je pense, est meilleure. Mais Arnaud, il a la bande passante qu'il a. Tu es basé où, Arnaud? Bah, en campagne, à Voilà. 50 km de Clermont-Ferrand, à la campagne. Et puis j'ai de la DSL, mais c'est de la DSL top, mais c'est que de la DSL, quoi. Il n'y a pas de fibre. Alors, l'image, certains disent c'est du haut flux, la vidéo très pixelisée, l'image est bitmappée, bah oui. Euh, C'est marrant, ouais, parce que moi, le retour que on j'ai de fait, moi, on fait avec, moi-même. hein. C'est un webinaire, je répète encore une fois, vous êtes très nombreux, ce qui est très bien, on est ravis. Mais, ah ben si, là, ton image, elle est meilleure maintenant. Donc, quand on est tous les deux, ton image est meilleure. Très bizarre. Ou alors, c'était peut-être temporaire, ça n'a peut-être rien à voir. Ouais, bon, tant mieux, hein, tant mieux. On va pas faire une Écoutez, étude randomisée en double aveugle pour savoir qui est quoi. On va profiter que c'est mieux quand on met les deux en même temps. Voilà. je propose qu'on s'y mette et Avec plaisir, ouais, bah, avec plaisir. qu'on démarre réellement ce qu'on a annoncé comme programme. À Voilà. toi, Arnaud. Eh bien, bienvenue à tous. Ravi que ce programme vous intéresse. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler effectivement de la présence de ce nouvel écran ISO que je viens de recevoir et qui va nous servir dans le cadre de ce webinaire pour parler un peu des écrans, de l'intérêt des écrans un peu plus haut de gamme, donc de la gamme ISO, le ISO CS 2731, un écran large gamut. Nous allons essayer de voir pourquoi c'est intéressant dans le cadre de la retouche photo. Et nous allons voir pourquoi il est intéressant dans le cadre également du calibrage hardware que nous allons voir en direct. Là, je vais vous montrer comment je calibre de manière hardware mon écran ISO et pourquoi cet écran, ce nouvel écran qui est vraiment tout nouveau, qui a une petite chose qui est très intéressante, c'est une nouvelle prise USB-C. Et nous allons voir que loin de servir uniquement à ensuite alimenter un ordinateur portable et éventuellement donc ce à quoi on pense en premier, de pouvoir envoyer votre flux directement par un câble USB-C, nous allons voir que c'est très agréable aussi lorsqu'on fait du calibrage hardware. Ça nous évite d'avoir à brancher deux câbles pour le faire. Donc toujours pareil, on améliore le côté pratique des nouvelles productions. Et donc c'est en ça que cet écran est encore plus intéressant. Donc on va voir ça, on va voir donc tout l'intérêt du calibrage hardware. Pourquoi c'est intéressant pour certains de calibrer de manière hardware votre ou vos écrans. Et puis vous parler un petit peu de cet écran qui vient de sortir et qui va être vendu du coup pendant une semaine grâce à nos deux partenaires du jour. Donc j'ai nommé par ordre alphabétique Graphic Réseau que vous connaissez sûrement et Profot, le magasin Profot à Paris, qui m'a envoyé cet écran. Donc je remercie vraiment infiniment qui m'a envoyé cet écran. Et ces deux magasins font des offres promotionnelles sur évidemment l'écran. Vous allez le retrouver pendant toute une semaine à 999 € seulement. Et évidemment les sondes qu'il faut pour le calibrer, car cet écran, donc écran large gamut, QHD, donc 2560 par 1440, donc en 16 neuvième. Vous avez un écran donc, qui a la possibilité d'être calibré de manière hardware. Vous avez la présence d'un nouveau câble USB-C, donc qui permet d'envoyer l'information, le flux image et de créer le calibrage hardware sans ce fameux deuxième câble. Vous avez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Donc, puis bon, je vous parlerai un peu de son calibrage, de ses performances que vous retrouverez sur mon site. Et cet écran a la particularité d'être l'entrée de gamme, entre guillemets, j'aime pas dire entrée de gamme quand il s'agit de la gamme ISO Color Edge, la gamme haut de gamme de chez ISO, puisqu'ils ont une gamme d'écrans bureautiques. Donc, c'est l'entrée de gamme, entre guillemets. Et donc, comment elle se singularise de ces deux écrans un peu plus haut de gamme, la gamme CG, pardon, elle n'a pas de visière, pour spécialement indispensable, surtout moi qui travaille par exemple en 3 écrans, ben, je ne pourrais pas mettre ma visière, donc ce n'est pas quelque chose qui m'handicape personnellement. Donc elle n'a pas de visière et elle n'a pas le son intégré.
Et donc, nous allons voir que loin d'être un inconvénient majeur, au contraire, surtout comme moi, par exemple, qui ai plusieurs écrans, eh bien, ma sonde, non seulement me permet de calibrer mon écran ISO avec Color Navigator, donc en calibrage hardware, mais elle me permet aussi de calibrer mes deux autres écrans secondaires ou les écrans de portable, tous les écrans que je teste. Donc, je me sers de l'A1 Display Pro ou du nouveau modèle qui vient de sortir, l'A1 Display Pro Plus, qui permet de calibrer des écrans encore plus lumineux. Deux produits donc, dont je me sers absolument tous les jours pour faire tous mes tests d'écran et pour mon usage personnel. Deux produits que vous retrouvez également en promotion pendant une semaine. Donc, le premier est à 199 € à la place de 210 et le deuxième est à 259 € à la place de 299 pendant quelques jours. Et évidemment, les deux magasins vont proposer des bundles autour de l'écran et de la sonde qui seront encore sûrement plus intéressants. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le matériel qu'on va utiliser, que personnellement moi j'adore. J'utilise un écran ISO de la série CS, comme le CS 2731, des écrans que j'adore pour faire de la retouche photo. Et nous allons voir que c'est des petits détails, parce qu'évidemment tous les écrans calibrés deviennent bons. Mais quand on a un très bon écran à la base, avec un calibrage hardware en plus, on peut aller encore plus loin dans ce qu'on appelle donc l'édition des photos et notamment le soft proofing, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir vraiment caler l'image que vous avez sur votre écran et ce que vous imprimez. C'est encore plus facile, c'est encore plus agréable, c'est encore plus ressemblant entre l'écran et le tirage quand vous avez un écran d'une série vraiment haut de gamme comme les écrans ColorEdge aujourd'hui sur le marché. Donc voilà, tu voulais préciser quelque chose en plus, Hervé? Oui, j'aurais bien aimé que tu nous expliques juste les composants clés qu'il y a dans un écran. Alors oui, ça c'est très important. Alors pour que ça soit plus parlant et puisque rien ne nous oblige d'être absolument sérieux, eh bien on va voir les trois composants qu'il y a dans un écran et on va voir la différence qu'il y a entre un écran classique et un écran ColorEdge qui permettrait, ou un écran en tout cas pas forcément ColorEdge, mais un écran qui permettrait un calibrage hardware. Donc dans un écran, vous savez tous qu'il y a une merveilleuse dalle. Regardez cette belle dalle de cuisine. Voilà, il y a une dalle. Cette dalle-là, elle va être définie par le nombre de pixels que vous avez dessus. Donc, soit en définition Full HD 1920, soit en définition QHD 2560 pixels comme l'écran qui est derrière, avec des pixels vraiment très fins puisqu'on est sur un 27 pouces. On a une résolution cette fois-ci de 109 ppp, donc on est vraiment très bas. Les pixels, certes, ce n'est pas de la 4K, mais les pixels sont extrêmement fins. En plus, sur cet écran qui est une dalle mat, vous avez un traitement anti-reflet qui est extrêmement beau parce qu'il ne marque pas, et là je le précise de plus en plus dans mes tests, vous avez des traitements anti-reflet qui vont faire ressortir un petit peu les pixels quand vous affichez une page blanche, comme c'est le cas. Et bien là, même à 60 cm, quand vous approchez de la dalle CS 2730, donc pour moi, c'est la même dalle qui était utilisée sur le 2730, sur le 2731, pardon. C'est la même dalle et qui est extrêmement belle parce que le traitement anti-reflet est extrêmement beau et ne marque pas les pixels. Donc vous avez une définition et derrière cette définition, vous avez un éclairage. Vous avez un éclairage, un rétroéclairage. Donc voilà. Et ce rétroéclairage, ça, c'est pour tous les écrans. Quand vous avez cette fois-ci un écran à calibrage hardware, eh bien vous ajoutez un petit peu d'électronique entre les deux. Vous ajoutez un petit peu d'électronique et cette électronique, elle est géniale parce qu'elle va vous permettre de davantage contrôler votre écran. Alors là, pourquoi c'est super intéressant? Parce que traditionnellement, quand on parle de calibrage hardware, on dit avantage, on peut injecter le profil directement dans l'écran et non pas sur l'ordinateur. Donc, je prends un exemple tout bête. Vous êtes quelqu'un qui est administrateur réseau ou qui s'occupe du parc des écrans d'un laboratoire de retouche photo et vous avez offert un écran ISO à tous vos partenaires. Eh bien, tous vos salariés, eh bien, si vous avez un calibrage non hardware, un calibrage classique, vous êtes obligé de passer poste à poste, d'installer le logiciel de calibrage, de monter votre sonde, de calibrer votre écran. Le profil s'installe sur l'ordinateur de tel salarié, puis de tel autre, tel autre, tel autre. Vous êtes obligé d'installer X fois le logiciel de calibrage. Avec, contrairement à un calibrage hardware, vous avez…
attendez, hop, j'ai un petit problème de... Est-ce que vous me voyez? Normalement, c'est bon, sinon Hervé serait sûrement intervenu. Non, on te voit, on te voit. C'est bon. Donc, contrairement à un calibrage hardware où la subtilité, elle est de taille, vous avez le profil qui est cette fois-ci injecté directement dans la table, ce qu'on appelle la table lutte de l'écran, donc directement dans l'écran. Ce qui veut dire que si le salarié apporte l'écran à la personne qui s'occupe du parc des écrans, elle va le calibrer sur son ordinateur, mais le profil ne finira jamais sur son ordinateur, il finira dans l'écran et le salarié n'a plus qu'à réinstaller l'écran sur son propre ordinateur. L'écran est indépendant de l'ordinateur qui a servi à le calibrer. Ça, c'est le premier avantage. Mais il y a un autre avantage que personnellement, je préfère encore plus au calibrage hardware, et c'est tout l'intérêt de la partie électronique qu'il y a entre la dalle et son éclairage. C'est que vous avez, quand vous faites un calibrage hardware, vous permettez de faire les réglages dans ce qu'on appelle la première partie d'un calibrage, qu'on appelle l'étalonnage. Donc, le calibrage au sens général, c'est d'une part un étalonnage. Vous réglez la luminance que vous souhaitez pour votre écran. Vous dites, je voudrais régler l'écran à telle température de couleur, tel contraste, tel gamma, ainsi de suite. Ça, c'est la partie étalonnage. La sonde va vous permettre, dans un calibrage classique, une fois que vous avez noté les valeurs, la sonde va vous aider à amener cet écran à cet état particulier d'étalonnage, mais il va falloir que vous-même, manuellement, avec les touches de rétroéclairage de votre écran, vous ameniez votre écran à telle et telle valeur avec les indicateurs qui vont apparaître sur l'écran donnés par votre logiciel. Donc, vous voyez un indicateur rouge quand vous êtes trop éloigné en luminance, par exemple. Vous décidez de calibrer à 120 candela au mètre carré. Votre écran arrive d'usine, il est à 200, 250, 300 candela au mètre carré. Eh bien, là, pendant la période d'étalonnage, manuellement, en suivant les indications qui sont à l'écran, vous êtes obligé de changer les valeurs de votre écran. Eh bien, avec un calibrage hardware, il suffit simplement, je vous le montrerai par la suite, on va utiliser le logiciel Color Navigator qui est compatible avec les écrans ISO. Eh bien, vous rentrez les valeurs cibles directement dans Color Navigator et il va vous régler votre écran, étalonner votre écran, puis le caractériser. Donc, la deuxième étape, la caractérisation, étalonnage, caractérisation constituant le calibrage. Et du coup, vous avez un minimum d'intervention et pas besoin d'intervenir directement sur votre écran. Et en quoi c'est super intéressant? C'est un petit peu plus pratique, mais là où ça devient carrément génial, c'est si vous décidez de calibrer votre écran avec, par exemple, deux valeurs cibles. Une valeur cible plutôt orientée calibrage pour pouvoir faire du soft proofing. Donc, vous décidez de régler votre écran avec des réglages plutôt spécifiques à la retouche photo en vue d'une impression. Et ensuite, vous décidez d'avoir un deuxième calibrage plus lumineux, plus contrasté, pour adapter votre écran à une retouche plutôt portée vers le web. Eh bien, si vous avez un calibrage classique, vous êtes obligé de calibrer deux fois votre écran, mais à chaque fois que vous allez utiliser un des deux profils, vous êtes obligé de réétalonner manuellement votre écran. Alors que si vous avez un calibrage hardware, vous allez choisir votre cible, je vais vous le montrer bientôt, vous allez choisir votre cible dans Color Navigator, et là, donc vous êtes obligé de relancer un calibrage en entier, mais qui va assez vite avec Color Navigator, mais pas besoin de régler quoi que ce soit dans l'écran. Les valeurs cibles ayant été remplies, vous choisissez votre cible, vous relancez un calibrage et 1 minute ou 2 minutes après, vous avez un écran nouvellement calibré avec le bon profil, le bon étalonnage. Ça, pour moi, c'est la grande force du calibrage hardware, le côté extrêmement pratique pour passer d'un calibrage à un autre. Donc voilà. Est-ce que ça te va bien, mon cher Hervé? Écoute, ça me paraît très bien. Bon, c'est super. Alors, Pas une dernière mal. aussi précision sur l'intérêt aussi d'un écran et une petite subtilité, parce que c'est une remarque qu'on me fait assez souvent. Quand un certain nombre de mes lecteurs achètent enfin le Graal, donc un écran ISO de la série CS ou CG, surtout quand vous êtes sur Windows 10, où il se trouve que dans Windows 10, la gestion de la couleur est mal intégrée au niveau du système. Et vous avez une surprise de taille quand vous ouvrez votre écran, quand vous allumez votre écran la première fois. Tout le système d'exploitation, les icônes de la barre des tâches, la barre d'état de Windows, vous paraît très saturé. Eh bien oui, c'est tout l'intérêt d'un écran large gamut et c'est tout vraiment l'intérêt. Et donc là, je voulais vous le montrer avec une petite astuce parce que c'est un exemple que j'ai pris sur mon site et qui me paraît vraiment intéressant.
À propos des fameux gamut, donc vous savez qu'il y en a deux grandes catégories d'écrans. Les écrans avec un gamut classique, on va dire proche de l'espace sRVB, et un gamut large qu'on appelle large gamut, qui est souvent extrêmement proche de l'Adobe RVB 98. Et Apple a fait un choix qui peut se discuter, qui est de toute sa gamme professionnelle des écrans, a choisi un gamut intermédiaire, ce qu'on appelle le DCI-P3. Entre le sRVB et l'Adobe RVB 98, vous avez à peu près 30% d'écart. C'est un peu comme si vous prenez cette boîte de crayons de ma fille, vous voyez tous ces crayons à l'intérieur, ça, on va considérer comme pour un compteur de voiture qui est capable de monter à 300 km/h. Voilà, vous avez tous ces crayons. Tous ces crayons constituent l'espace couleur Adobe RVB 98. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez pris une photo très saturée, les couleurs appartiennent à votre photo et sur un écran large gamut, vous voyez toutes les nuances colorées, même très saturées, de votre écran. Donc, quand vous faites de la retouche photo, vous voyez ce que vous faites. Alors, il y a des gens extrêmement bons qui ont tellement l'habitude de travailler sur des écrans sRVB, mais qui ont tellement l'habitude qu'ils sont capables de travailler à la pipette. Et donc, même si un rouge leur apparaît sur l'écran avec un aplat, il suffit de passer sa souris dedans, de regarder la valeur du rouge. Si la valeur du rouge varie, bon, ils savent que leur fichier contient des nuances colorées qu'ils ne peuvent pas voir, donc ils ne peuvent pas faire une retouche visuellement, mais ils savent que leur photo a quand même cette saturation. Donc ils vont faire attention à la façon dont ils vont retoucher leur photo. Eh bien, contrairement aussi à une vieille croyance, quand vous travaillez en sRVB par rapport à l'Adobe RVB 98, ce n'est pas des crayons différents que vous allez avoir pour la plupart. Vous prenez simplement les couleurs les plus saturées et vous les retirez. Ça veut dire que sur un écran sRVB, vous ne pourrez pas travailler avec ce jaune-là très saturé, vous ne pourrez travailler qu'avec un jaune approchant, un peu moins saturé, mais le jaune là saturé, il est le même sur les deux écrans. Donc les couleurs de base, une teinte chair par exemple, va être la même, on va dire ça ce rose-là, même si ce n'est pas tout à fait ça, on va dire qu'une teinte chair, quand elle n'est pas éclairée violemment, est largement compatible avec les deux espaces colorimétriques. Donc que vous retouchiez une teinte chair avec un éclairage doux sur un écran ou l'autre, ça ne changera rien. Le privilège, l'énorme avantage d'un écran large gamut, c'est d'avoir une palette disponible de couleurs retouchables, donc visualisables, qui va être plus grande. Donc ça, c'est vraiment un point important. Il n'y a pas simplement des couleurs. Les couleurs ne sont pas différentes pour les couleurs communes. Les 70% de couleurs communes sont identiques sur les deux écrans. Vous avez un petit avantage technique si vous aimez travailler des couleurs saturées à la fin. Et dernière précision importante, puisqu'on parlait de soft proofing, encore faut-il que les couleurs que vous voyez, parce qu'elles sont très saturées, je pense à une photo des vitraux de la cathédrale de Bourges avec des bleus et des rouges très très saturés, si vous les imprimez sur un papier avec un faible gamut, un petit gamut, un papier mat par exemple, vous allez perdre tout l'avantage sur votre papier que vous aviez à l'écran. Donc posez-vous aussi la question de savoir au final qu'est-ce que vous allez faire avec votre écran, parce que parfois c'est très agréable d'avoir un écran large gamut, mais pour certains photographes qui travaillent avec des couleurs peu saturées, des tons pastels et autres, ce n'est pas nécessaire. Alors là, je vous vois venir, mais dans ce cas-là, Arnaud, je peux acheter un écran classique, plus classique, qui n'est pas qui est juste sRVB. Ben oui, mais il se trouve, alors là, je peux vous garantir que même en 2020, c'est un truc que j'observe depuis des années et que je peux confirmer en 2020. Quand vous avez des écrans qui sont capables d'afficher l'Adobe RVB 98, alors évidemment, encore plus chez ISO, vous avez des écrans qui sont parfaits par ailleurs. Et parfait, ça veut dire quoi? L'homogénéité. Là, je viens de le tester. Vous avez, au pire, j'ai eu un pic à un moment à 8% dans un coin. Sur n'importe quel autre écran, vous avez des 15-20% d'écart entre le centre et le bord. Et alors, le plus dingue, c'est en température de couleur, où là, les delta E, la différence entre la température de couleur que vous avez au milieu de votre écran, le blanc que vous avez, et les blancs que vous avez dans les coins, vous avez là, c'est le grand écart. On monte à des delta E à plus de 3, 3,5, ça se voit. Voilà, la sonde le voit, l'œil le voit. Eh bien, j'ai mesuré tout à l'heure moins de 1. Vous avez un delta E de moins de 1. Ça veut dire que la dalle, elle est homogène. Et il y a des gens qui n'aiment pas les dalles où quand on affiche une page blanche, vous avez des zones sur votre écran. Ce que j'adore au-delà donc du gamut,
même si vous n'en aviez pas besoin, vous découvriez quelque chose qui est vraiment génial avec ce type d'écran, l'homogénéité, et enfin, j'insiste aussi beaucoup là-dessus, le fameux gamma, la courbe de gamma, le fameux gamma à 2,2. Eh bien oui, mais tous les écrans ne sont pas réglés comme il faut à 2,2. Et quand vous faites de la retouche en astronomie, par exemple, on en parlait tout à l'heure, là, ça devient très important puisque ça va jouer sur la façon dont les niveaux sombres de votre photo sont trop clairs ou trop sombres. Donc, vous voyez, ce genre d'écran est vraiment très avantageux à plein d'égards et vous pouvez avoir des tas de bonnes raisons de vouloir en acheter un. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bah oui, bien sûr, mon cher Alain. Alors, pas mal de questions. Quelqu'un qui aurait un ordinateur portable, bien sûr, son portable, il ne va pas, sauf très très rare exception, son portable ne va pas travailler en Adobe RVB 98. Qu'est-ce que tu recommandes? Aucune importance. On peut avoir un écran de portable en sRVB, un écran secondaire qui, lui, est en Adobe RVB 98. Il faudra bien faire attention au moment du calibrage, surtout sur Windows, de bien dire à Photoshop, attention, quand je retouche mes photos, Photoshop est installé, la fenêtre principale de Photoshop est installée sur mon écran secondaire, et donc bien vérifier, allez voir sur mon site, préférences couleurs de Photoshop, le fameux menu édition couleur, de vérifier que le profil moniteur, le RVB moniteur, est bien celui de l'écran ISO que vous avez ou votre écran secondaire, même si ce n'est pas un ISO, et pas celui du portable. Parce que sinon, Donc, vous allez avoir des drôles de... ce que tu Comment? recommandes, c'est d'avoir un deuxième écran graphique, c'est ce qu'on est en train de parler, à Oh, c'est côté de génial. l'écran de portable. Et du Alors, on coup, peut aujourd'hui, les ça veut écrans de dire que le portable, il y a beaucoup de portable, progrès. il Mais reste l'outil avec lequel on va se déplacer. voilà, Et ranger ses que, photos, les trier, les trier. oui, mais aussi comme book pour montrer Comme son book, travail. exactement, comme book, exactement, exactement. Mais par contre, la retouche, est-ce que tu es d'accord avec ce constat qu'on est plusieurs à avoir fait? C'est de dire, quand je fais ma retouche, je ne me fie pas à mon ordinateur, à mon écran de portable ou à un écran Ouais, sRVB, sinon je vais me faire avoir. Je fais toutes mes on peut retouches. se faire Alors, je avoir, parle on pas peut. des yeux rouges et du Non. recadrage, mais la vraie retouche couleur, je la fais sur un écran graphique. Bon, en tout cas, quand on y a goûté, on est tous d'accord. Toutes les personnes qui ont fini par acheter un écran ISO qui m'écrivent me disent bon, bah, ça leur change la vie. C'est encore plus facile, c'est encore plus précis. On se pose encore moins de questions. On a l'esprit plus libéré parce qu'on a vraiment confiance en son écran. Avec les autres écrans, il y a toujours un doute, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on travaille moins tranquille. Et donc, quand on a si par exemple vous avez un client qui a un problème avec votre photo, c'est plus facile de défendre vos réglages parce que vous savez que vous avez un outil de référence chez vous. Si vous avez un écran que vous avez acheté 150 euros, que vous avez calibré avec une vieille sonde, bon, bah là, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, et puis même, c'est tellement beau, quand on y a goûté, franchement, c'est vraiment très, très beau. Moi, à chaque fois que je teste des écrans de cette qualité-là, bon, bah, on voit bien qu'il se passe quelque chose, on voit bien que les couleurs sont vraiment archi précises. Alors, vraiment, là aussi, j'insiste, le décalage entre les écrans de portable et les écrans des très bons écrans se réduit. On a aujourd'hui des bons portables, voire des très bons portables, mais il y a toujours un petit truc qui ne va pas, notamment le contraste. Sur les MacBook Pro, par exemple, on fait énormément de progrès en précision de couleur, mais ils sont tellement contrastés que pour faire du soft proofing, c'est-à-dire pour comparer votre écran qui est très contrasté avec votre tirage qui par définition est peu contrasté, j'ai fait des analogies là sur mon site. Là, j'ai créé une nouvelle page comment bien imprimer une photo. Et j'ai essayé de faire une analogie, puisqu'il y a une formule mathématique qui permet de faire une corrélation entre un tirage et le contraste que doit avoir un écran. Un tirage sur papier gloss, avec vraiment beaucoup de brillant, vous avez besoin d'un contraste écran d'à peine 300 pour 1. Aujourd'hui, on parle d'écran comme celui-ci à 700 pour 1. On monte à 1500 pour 1 sur les écrans de la gamme CG et on va des fois, et ça s'envole avec les écrans DAL OLED qui sont superbes pour faire de la vidéo, mais à mon avis pas géniaux pour faire de la retouche photo. Ou Ça alors, faut vous faire savez, attention. quand vous allez faire du soft proofing, vous allez voir votre image vraiment se dégringoler dans les noirs parce que votre écran est trop éloigné du tirage, de la ressemblance avec un tirage. Donc voilà, je me méfie un peu des portables pour ça, même si ça s'est vraiment beaucoup amélioré et que pour moi, on pourrait commencer à faire un vrai tri. Et du coup, comme book, franchement, ça peut faire un très joli book parce que réellement, la précision des couleurs s'est vraiment améliorée ces derniers temps. Oui. Pour autant,
on va quand même préférer un écran graphique pour faire la retouche pointue, Bah par oui, exemple oui. préparer un tirage d'exposition, on ne la fera pas sur portable. Une autre raison, c'est que l'ordinateur portable, comme on le déplace beaucoup, mais justement la luminance, la qualité de la lumière émise par l'écran du portable, on n'arrête pas de la changer. Ça fait yo-yo tout le Euh, temps. Beaucoup d'utilisateurs le font, donc il y a quand même une meilleure précision. Mais je suis d'accord avec toi. Pas mal de questions autour de l'iMac, c'est juste, peut-être, je vais expliquer rapidement, un écran bureautique standard, il va viser sRVB. Les écrans graphiques sur lesquels on va faire un test là avec Arnaud dans quelques instants, ce sera un CS2420 donc qui lui couvre 99% d'Adobe RVB 98. C'est autre chose. On voit qu'il y a une sacrée marge d'escalier. Est-ce que tu es d'accord si je dis qu'il y a à peu près 30% de couleurs en Ouais, c'est plus, ça. notamment Ouais, ouais, comme, exactement. hein, Exactement, c'est comme tu 30. l'expliquais, Quand on surtout mesure, dans c'est les 30. écrans saturés. Et puis, les iMac, eh ben, ils sont un peu au milieu. C'est sRVB plus 10, 15% suivant les modèles, suivant Ouais, s'ils sont 12. récents. Par contre, calibrer les iMac, parce que par défaut, ils sont beaucoup trop lumineux et ils sont trop bleus. Si vous ne calibrez pas un iMac, c'est pratiquement pas mieux qu'un écran bureautique, parce qu'Apple a à cœur, et on comprend, parce que ceux qui veulent satisfaire, c'est qui? Ben, c'est les actionnaires. Ils ont à cœur de livrer un écran avec des images qui sont très flatteuses. C'est pas par hasard, vous avez peut-être Voilà. remarqué que les écrans d'iMac sont brillants, Brillante, ils dalle sont brillante, trop voilà. lumineux, ils envoient trop de bleu. Ce sont trois facteurs qui augmentent l'aspect flatteur des images. Et donc, si vous Et très téléchargez, contrasté. Et très contrasté. Très, très ils poussent le contrasté. contraste et la saturation. Et donc, si vous téléchargez un épisode de Game of Thrones avec des dragons, ben les gens qui sont à côté de Ah, vous vont faire c'est beau. waouh, ça en C'est beau. jette. C'est beau. Et le problème, c'est que si c'est vos photos que vous avez prises et que ce qui vous intéresse, c'est la gradation des tons, que ce soit pour de la couleur ou pour du noir et blanc, eh ben vous Voilà. faites avoir parce que l'écran, il vous présente quelque chose qui est plus que la réalité. Et si vous faites vos retouches là-dessus et que votre écran n'a pas été calibré, vous allez être super déçu le jour où vous allez imprimer parce que ça n'aura rien à voir. Donc c'est très important de comprendre ça. C'est pas parce que l'écran il vous donne une belle image que c'est l'image de votre fichier. Voilà. Elle va reproduire l'image de votre fichier que et uniquement si votre écran est bien calibré. C'est-à-dire que le calibrage va vous donner une image qui sera plus terne, moins jolie, mais plus juste. C'est hyper important à comprendre ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Arnaud? Bah oui, non, mais tout à fait. Et vraiment, comme je le disais lors du dernier webinaire, vraiment ce que j'ai observé en 2019, confirmation 2020, les producteurs d'écrans font de plus en plus le grand écart entre les écrans spécialisés dans la retouche photo, comme voilà, ce CS, toute la gamme ISO CS-CG, 24, 27, 32 pouces, et les écrans qui sont très clairement orientés pour la retouche photo, uniquement pour le web, alors surtout pour la vidéo, pour se faire plaisir sur Netflix, pour avoir des bandes en bas et en haut de la série parfaitement noires, un écran LED, là c'est évident, vous allez en prendre plein la figure. Mais alors pour faire de la retouche photo là-dessus, c'est vraiment trop le grand écart. Alors là, pour moi, un double calibrage est indispensable parce que sinon, la photo qu'on va retoucher n'a strictement rien à voir avec le tirage, notamment dans les noirs, dans les tons vraiment subtils mais sombres, ça n'aura vraiment rien à voir. Donc grand écart égale attention, calibrage obligatoire et double calibrage. D'où l'intérêt du calibrage hardware encore plus selon moi. Mhm. Pour compléter ça, bien comprendre que ce qu'on appelle des écrans graphiques pour des gens comme Arnaud ou moi-même, ce sont, et là tu vas expliquer peut-être la qualité des dalles, mais bon, rapidement, on va peut-être pas y passer des heures, mais une dalle qui a une finition mat, qui couvre 99% d'Adobe RVB, et puis après, il peut y avoir des options, hein. Le calibrage hardware, certains ne l'ont pas, mais peuvent être des écrans corrects. Éventuellement, une visière anti-reflet en plus, qui n'est pas un gadget, mais c'est aussi quelque chose qui peut s'acheter séparément. Tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre d'avoir un écran graphique. Et son but de cet écran, c'est pas que l'image soit belle, mais qu'elle soit juste. Donc, il va être, Voilà, juste parfois, exactement, exactement. il Ça va c'est être important. cruel. Il va vous montrer des erreurs. Par exemple, vous recevez un fichier, et dans les traits sombres, la personne qui a préparé le fichier a fait des retouches genre Photoshop au pinceau, des choses comme ça. Et si votre écran n'est pas calibré, vous ne voyez pas ça. Vous passez la même image sur un écran calibré, vous voyez les traces de pinceau. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous voyez les pétouilles, les merdes qu'il y a dans le fichier, et vous pouvez encore les retoucher avant de faire l'impression. Parce que si vous faites l'impression, vous faites un beau A2 et que vous avez toutes ces horreurs, eh ben, votre tirage il est gâché, et c'est le papier, l'encre et votre temps
qui est perdu. Donc c'est très important ça, on le verra peut-être à la fin, c'est ce que tu voulais nous présenter avec la partie soft proofing. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au calibrage hardware d'un Voilà. écran et que tu partages ton écran avec nous. Alors voilà, très important, dernière précision, avant d'y passer, bah, si on va le faire, allez, écran, hop, affiché. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc là, je suis une fenêtre de Photoshop et surtout, je viens d'ouvrir Color Navigator. Alors, très important pour le calibrage hardware, dernière la précision qu'on a déjà dit tout à l'heure, pour faire un calibrage hardware, vous avez besoin de deux choses. Un écran hardware évidemment, mais les fameux câbles. Donc, deux câbles dans la plupart des cas, si vous n'avez pas d'USB-C. Si vous n'avez pas d'USB-C, vous mettez votre câble classique sur votre écran. Alors, vous avez en général le DVI, format HDMI et format DisplayPort. Moi, j'aime bien le DisplayPort personnellement. Et alors pourquoi? C'est tout bête parce que quand on m'écrit pour me dire j'ai un souci avec mon écran, je l'ai encore vu avec ma compagne il n'y a pas longtemps, un écran qui de temps en temps devenait noir. C'était juste le câble HDMI qui n'était pas de suffisamment bonne qualité. Ça Donc, m'arrive j'ai tout le jamais temps. remarqué de problème de qualité avec des câbles DisplayPort, ni USB-C d'ailleurs. En revanche, j'ai déjà constaté des problèmes d'affichage temporaire ou donc ponctuel ou continu. Carrément, ça ne fonctionne pas à cause du câble. Parce que je vous rappelle, en HDMI, vous avez des tas de normes. Donc, le flux qui peut passer à l'intérieur va changer. Encore faut-il que les fils électriques qui sont à l'intérieur et la petite électronique qui est dans les embouts soient de suffisamment bonne qualité. Donc, vous pouvez acheter un câble qui a la bonne norme, mais qui n'a pas le niveau de qualité de fabrication suffisant, et vous allez avoir des soucis d'affichage que je n'ai jamais rencontré avec le DisplayPort. Donc voilà, ça c'est pourquoi je privilégie toujours un branchement en DisplayPort pour mes écrans. Cela dit, avec un écran comme celui-ci, le CS2731, évidemment, je le brancherai en USB-C. Alors pourquoi c'est un autre avantage? Sur mon écran qui est en DisplayPort, je suis obligé de brancher en même temps. Je ne sais pas si vous me voyez en partage là, voilà, je vous montre. On est obligé de brancher un câble qui est vendu avec l'écran, qui est un câble USB. USB avec, vous savez, avec la petite prise en bout bleu, USB 3, peu importe. Et c'est par ce câble USB que passera le profil ICC dans la table lutte de votre écran. Donc, si vous avez un câble USB, un seul câble suffit. Si vous branchez avec un câble classique, il vous faut absolument brancher ce câble USB pour pouvoir faire le calibrage hardware. Bon, bah, vous avez c'est très simple. Quand vous ouvrez Color Navigator, vous pouvez tout de suite savoir si vous avez oublié votre câble parce que tout va être grisé. Votre écran ne sera pas reconnu dans Color Navigator si vous avez oublié ce câble. Donc ça, premier point. Deuxième point, dans un calibrage hardware, vous allez voir dans Color Navigator, vous avez ce qui s'affiche ici dans la colonne de gauche, les modes couleurs. Ça, c'est tout ce que vous allez retrouver avec la touche mode de votre écran EIZO. Vous avez le rappel sur Color Navigator. Donc, vous voyez, l'électronique de votre écran est totalement maîtrisée par Color Navigator. Vous n'êtes pas là, le Color Navigator prend la main sur les touches physiques de votre écran. Et pourquoi je suis en CAL2? Tout simplement parce que je l'ai branché en DisplayPort. Si je l'avais branché en HDMI, je crois que c'est HDMI pour le CAL 1, calibrage 1. CAL 2, c'est parce que je suis tout simplement en DisplayPort. Tous les autres au-dessus, c'est en fait ils vont vous servir, tous ces modes-là colorimétriques vont vous servir dans le cadre d'un calibrage avec votre sonde, donc que vous êtes obligé d'avoir indépendamment, et donc là, sans calibrage hardware. Donc si vous utilisez une sonde i1 Display Pro, i1 Display Pro Plus ou l'i1 Display Studio, donc la gamme, ou même les sondes Datacolor, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'utilise l'i1 Display Pro depuis 11 ans, depuis 9 ans maintenant pour calibrer tous mes écrans. J'ai une petite préférence pour cette sonde-là, très très précise, compatible avec Color Navigator évidemment. Donc, si vous voulez utiliser i1 Profiler et non pas Color Navigator pour faire votre calibrage, ce que d'ailleurs, je ne vous cache pas, j'ai fait pendant un certain temps, eh bien à ce moment-là, vous allez utiliser comme base le SRVB, l'Adobe RVB 98, Pepper par exemple comme étalonnage de base.
Et si vous changez tout ça, vous allez passer en custom, en personnalisé. Donc, les modes duo, c'est pour un calibrage non hardware, et le cal 1, cal 2, cal 3, c'est pour un calibrage hardware. Je suis branché en DisplayPort, donc je suis en cal 2. Alors, ici, vous avez sur la colonne de droite, vous avez votre cible. Donc, ma cible, c'est la cible que j'ai réalisée moi, que j'ai constituée moi. Vous voyez que je peux avoir une petite liste de déroulantes là, avec plusieurs customs. Donc, je l'ai appelé ma cible. Et donc, ce qui va être important, c'est comment vous allez créer votre cible. Donc, comment vous allez créer les valeurs d'étalonnage pour votre écran. Alors, vous allez dans les paramètres du moniteur. Et là, vous avez la gestion des cibles en deuxième. Vous cliquez dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc là, il est en train de dire, attention, là, vous êtes en train de calibrer. Et donc, il est en train de faire défiler votre écran pour dire, il va chercher les différents profils qu'il y a sur votre écran en hardware. Et vous allez tout en bas à gauche ajouter une cible. Donc, vous voyez, si vous faites si vous déroulez le petit menu, vous avez soit importé une cible d'un autre écran, soit créé votre cible à vous. Voilà. Et là, vous allez avoir un certain nombre de menus. Alors, on va très vite fait les passer dessus parce que tout est parfaitement détaillé dans un tutoriel sur mon site. Comment calibrer un écran ISO avec Color Navigator. Et je vous ai mis étape par étape absolument toutes les valeurs que je choisis, comment je choisis ces différentes valeurs. Donc, en rentrez manuellement et vous poursuivez. Vous allez poursuivre. Voilà. Et là, vous rentrez sur une valeur. Vous voyez, vous avez un ascenseur sur la côté et vous avez toutes ces valeurs cibles que vous allez pouvoir entrer manuellement, une à une. Par exemple, moi, j'aime bien calibrer mon écran plutôt à 90 candela au mètre carré. Alors, pourquoi 90 Parce que 80, normalement, c'est la norme ISO, je ne sais plus quel numéro, qui permet de définir, si vous êtes dans un environnement normé, vous avez un bureau qui a parfaitement les conditions de la norme, la couleur des murs, votre éclairage plafonnier, et surtout, vous avez une cabine de contrôle pour contrôler parfaitement votre tirage et votre écran. Donc, si vous voulez respecter parfaitement les normes et avoir une ressemblance, personnellement, je ne l'ai jamais vu, mais je me souviens de témoignages et de Gérard Nemetsky et de l'équipe de Graphic Réseau me disant avoir vu dans un environnement normé un écran ISO, une cabine de contrôle, le tirage, la photo, on ne pouvait plus, quand on se reculait, distinguer l'un de l'autre. Donc, on peut obtenir quelque chose d'absolument parfait qui serait absolument impossible à obtenir, même si c'est proche, mais absolument impossible à obtenir avec un écran non art graphique, ce qu'on appelle art graphique. Donc, dans ces conditions normées, il vaut mieux 80. Moi, comme je travaille également pour Internet, dans un environnement qui est favorable. Mon mur derrière mon écran est gris et non pas blanc. Mon plafonnier est blanc. J'ai un éclairage tungstène, donc avec un spectre continu, même s'il est assez chaud, mais c'est de la lumière continue, c'est pas une lumière LED avec ces fameux pics qui fait une lumière avec ce qu'on appelle l'indice de reproduction des couleurs, l'IRC, qui est très bas, très loin de la lumière du soleil. Donc j'ai un environnement qui est plutôt favorable, même s'il n'est pas normé. Et j'ai trouvé que 90, c'était un juste milieu entre, je sais que je ne vais pas avoir la même chose sur mon tirage que sur mon écran, mais maintenant je sais l'interpréter et c'est à la marge. La différence va être peu marquée. Je pourrais aller plus loin si je voulais faire du soft proofing, aller directement à 80. Donc notez dans votre tête, si vous décidez, contrairement à moi, qui utilise par fainéantise une seule cible, une seule valeur de luminance, si vous décidez de vraiment jouer le jeu du double calibrage, eh bien, je vous invite à choisir plutôt 80 pour l'impression papier et 120, donc vous voyez, ça fait 30% d'éclairage en plus, 120 candela au mètre carré si vous voulez faire de la retouche davantage tournée vers le web. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le grand écart, 30%, c'est énorme. Là, vous verriez forcément la différence entre votre écran et votre tirage. Donc, si vous voulez faire ça, vous faites vos deux cibles. Donc voilà, moi, à la maison, par fainéantise, j'ai choisi une cote mal taillée à 90. Voilà. Et ce qui est très important, le fameux niveau de noir. Alors, pourquoi le niveau de noir est fondamental? Parce que vous savez que le fameux contraste que l'on mesure, c'est la différence entre la luminance, les candélas au mètre carré, luminance maximum, là ça serait en l'occurrence 90, et si vous le divisez par la luminance du noir, eh bien, et la différence entre les deux va vous faire le contraste. Donc, pour un écran, comme tout à l'heure, que j'ai calibré à 90 candela au mètre carré, et j'ai obtenu un noir à un peu moins de 0,14 candela au mètre carré.
Vous faites le calcul et ça me donne à peu près 700 pour 1. Alors, on a vu tout à l'heure que quand vous imprimez sur un papier brillant, vous avez une Dmax, la fameuse Dmax, qui permet de mesurer le noir du papier. On vous indique souvent 2,5, 2,5 parfois 2,8. Et il y a une petite règle de mathématiques qui permet avec un log 10 de faire une passerelle mathématique entre les deux. Et vous vous apercevez que si vous avez cette Dmax-là, vous obtenez un contraste de 300 pour 1, 400 pour 1. Vous voyez le contraste de cet écran là, qui est spécifiquement fait pour la retouche photo, qui est très loin des contrastes hallucinants qu'on a quand on veut regarder Netflix ou quand on veut regarder une série. Eh bien, il est déjà un peu trop élevé si on veut faire de la retouche photo. Bon, maintenant, de toute façon, on ne sait pas faire fabriquer autrement, mais ce n'est pas très grave, puisqu'on va limiter le contraste de cet écran en jouant sur la valeur d'entrée. On va mettre non pas le minimum qui nous permettrait d'obtenir le contraste maximum, mais je vous invite, si vous faites une cible spécifique soft proofing, d'avoir une entrée ici qui va non pas être de 0,18, vous avez un contrat de 700, vous voulez un contrat de 300, donc vous avez intérêt à augmenter un peu le niveau de noir. Vous n'aurez pas de noir profond sur votre écran, ça sera que du gris très foncé, mais ça sera en adéquation avec votre tirage une fois éclairé avec un éclairage un peu standardisé. Donc pour avoir une bonne adéquation, attention, ne pas laisser au minimum, mais de monter un peu. Ça doit être un 0,2, 0,3 candela. Vous faites 2-3 essais, vous éclairez votre tirage avec une lampe standardisée et vous allez obtenir à un moment ou à un autre vraiment une cible qui va être parfaite pour chez vous. Donc, si évidemment vous faites un deuxième profil à 120 candela au mètre carré, et bien là, à ce moment-là, vous demandez un niveau de noir minimum pour avoir le plus de contraste possible qui est capable d'afficher votre écran. Et donc là, vous allez avoir un contraste qui va être naturellement un peu supérieur, puisqu'au lieu d'être à 90 points de départ, vous êtes à 120. Donc 120 divisé par 0,18, là, ça va vous donner un contraste qui va tourner a priori entre 8 et 900. Donc voilà, 2 points clés quand vous définissez votre cible. Ensuite, la valeur du point blanc, bon, personnellement, moi j'aime bien 6005. Beaucoup de personnes qui me lisent aiment bien plutôt des valeurs en dessous 6000. Alors, pareil, les normes nous disent D50, donc 5000 Kelvin. Peu d'écrans, tous les écrans aujourd'hui sont fabriqués pour être à 6500 d'origine. Si vous allez viser 5000, vous êtes tellement loin des 6500 de base de votre écran que vous allez être obligé de diminuer certains curseurs rouge vers bleu, donc vers le bleu notamment, il va falloir lui diminuer un petit peu pour pouvoir réchauffer votre écran. L'inconvénient en faisant ça, c'est que vous allez diminuer le gamut de votre écran. Puisque comme votre écran, quand il est à 100% rouge vers bleu, il donne le maximum qu'il est capable de faire, eh bien vous avez les 100% ou 99% du gamut Adobe 98, mais si vous baissez le caquet d'un des curseurs, vous allez naturellement baisser le gamut de votre écran. Donc, essayez de voir si vraiment vous préférez un peu moins de gamut, mais avoir un écran un peu plus chaud, qui serait peut-être plus proche d'un beau papier. Certains papiers là que je suis en train de tester, les papiers sont très blancs, d'autres plus chauds. Si vous voulez une bonne corrélation entre les deux, peut-être qu'il faut descendre, mais ça sera au détriment du gamut de votre écran. Donc là, vous allez pouvoir choisir votre température. Le gamma de 2, bon là je crois qu'il n'y a plus de débat, c'est le gamma le plus naturel de l'œil. Je précise juste, le gamma de l'œil varie selon le contraste de la scène qu'il est en train d'observer. Le gamma de notre œil, sans qu'on s'en aperçoive, varie. Il se trouve que quand on est dans des bonnes conditions de retouche photo, avec une visière, un écran gris derrière votre écran, vous êtes réglé sur 80 candela au mètre carré, la courbe de gamma à 2,2 est la plus proche de la réponse de l'œil naturellement dans ce contexte. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, 2,2. Bon, parfois, on peut lire des choses sur le L-Star. Personnellement, j'aime pas. Je trouve que ça fait un gamma qui éclaire trop les photos. Bon, je sais qu'il y a des débats sur Internet. Je n'ai pas envie d'y rentrer là aujourd'hui. Moi, je préfère aujourd'hui 2,2. Priorité standard. Bon, là, c'est le standard balance des grilles ou gamma fixe. C'est en gros les patchs colorés qui vont défiler de votre écran vont être un peu plus penchés vers les noirs et blancs si vous avez besoin de faire une balance des grilles absolument parfaite. Et donc, moi, j'ai choisi en standard parce que je travaille beaucoup en couleur plus qu'en noir et blanc. Donc, si vous travaillez en noir et blanc, peut-être pourrez-vous privilégier davantage la balance des grilles pour que vraiment elle soit réglée aux petits oignons. Le gamut, ah bah alors là, vraiment pour moi, il n'y a pas photo. Il faut laisser natif, l'Adobe RGB 98.
Pourquoi? C'est comme le compteur d'une voiture. Si vous avez votre compteur qui monte à 300 km/h, vous n'êtes pas toujours en train de rouler à 300 km/h. Des fois, vous roulez qu'à 130. Ça n'a pas d'importance. Le compteur, lui, il vous affiche 300, bah, vous n'y allez pas. En revanche, si vous mettez un gamut plus faible, par exemple le SRVB, eh bien, c'est comme si vous vouliez que votre compteur monte uniquement à 130, donc le SRVB. Je ne vois pas l'intérêt. Je n'ai toujours pas compris l'intérêt de cela, puisque le gamut de l'écran n'a rien à voir avec le gamut de l'image. L'image a son propre gamut, son propre espace couleur. Si vous avez une photo qui est affichable dans l'espace Adobe RVB 98, elle s'affichera parfaitement sur votre écran Adobe RVB 98. Mais si vous développez votre RAW en SRVB, eh ben, il s'affichera tout autant, puisque ce qui va faire l'affichage de votre photo, c'est son espace couleur à la photo. L'écran, lui, il est juste capable de vous faire une image Adobe si vous lui donnez à manger de l'Adobe, et il va vous faire du très beau SRVB si vous voulez du SRVB. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, à part dans certaines conditions que vous pourrez lire sur mon site. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, ça n'a pas d'importance. Il y a un cas de figure, on pourrait dire, oui, OK, peut-être se mettre en SRVB. Je vois pas vraiment, globalement, mettez en natif. Ça n'a aucune influence sur vos images. Sauf un cas pratique très très particulier. Donc profitez, laissez votre compteur, ça ne changera rien à la puissance de votre moteur si vous le mettez seulement à 130. Voilà, chaque calibration, et on fait OK. Voilà, il va vous demander de nommer cette nouvelle cible. Donc moi j'ai mis votre cible, on va dire cible webinar. Pardon, hop, j'ai fait une petite erreur de syntaxe, cible webinar, et je fais terminer. Et voilà, maintenant, je vais avoir ma cible qui va apparaître. Donc là, je ferme ma fenêtre, et maintenant, ma cible va apparaître ici, cible webinar. Et voilà, j'ai plus qu'à choisir ma cible ou la cible webinar, et je vais lancer l'étalonnage. Donc là, je vais laisser sur cible webinar. On va étalonner notre écran. Donc là, j'ai branché ma sonde i1 Display Pro Plus, je l'ai branché, je lance l'étalonnage. Il va aller détecter ma sonde. Voilà, il la reconnaît, il me demande d'ouvrir le capot. Je passe à l'étape suivante. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à suivre ce qui est à l'écran. Oui, vous le voyez, c'est super. Hop là. Donc j'installe ma sonde le mieux que je peux. Ajuster le moniteur, incliner, voilà, on continue. Et voilà, c'est parti. L'ensemble des blancs, là, il va le mesurer, là, donc le blanc. Différents patchs colorés vont défiler devant mon écran de manière à créer ce fameux profil. Bon, là, ce que j'aime beaucoup avec Color Navigator, c'est que c'est relativement rapide. Là, c'est un écran que j'ai déjà calibré, mais pas avec cette cible-là. Ça va peut-être être un petit peu plus long. Quand je réutilise ma cible, ça va vraiment très très vite. C'est moins d'une minute pour faire un calibrage complet. Non, mais là, vous Pendant que voyez, ça ça va tourne, Arnaud, relativement tu vite quand même. peux nous préciser quelle version tu utilises? Donc voilà, vous voyez, j'ai absolument pas besoin d'intervenir manuellement sur l'écran obligatoire, ce qui est obligatoire avec les sondes Datacolor ou les sondes X-Ray quand elles sont utilisées avec leur logiciel propriétaire. Vous êtes obligé de mettre les mains en cambouis, de suivre les indications à l'écran. Là, vous n'avez rien à faire. Alors, C'est le quelle top, version? c'est quand vous achetez un écran CG qui a le petit colorimètre intégré. Bah là, vous pouvez carrément programmer le calibrage la nuit. Donc, au bout d'un certain nombre d'heures, le calibrage va être réclamé. Vous dites à 3 heures du matin, je veux que tu me calibres mon écran. Et bien, réellement, votre écran va s'allumer 3 minutes avant, puisque les écrans de technologie récente sont chauds au bout de 3 minutes. Et vous allez avoir le calibrage qui va se faire automatiquement. La sonde va sortir, tout va se faire. Et le lendemain matin, quand vous arrivez devant votre bureau, votre écran est automatiquement calibré. Donc ça, c'est un petit avantage. Donc on a une sonde intégrée, on ne peut pas la prêter à son voisin. Si vous êtes dans un club, bah là, vous ne pouvez pas vous prêter la sonde, ça c'est l'inconvénient. Petite précision, et là je remercie Hervé, on en a parlé tout à l'heure, j'y avais pas pensé, mais effectivement, il y a un avantage avec les sondes X-Rite. Si vous êtes dans un club, la sonde X-Rite peut se prêter à quelques personnes.
Alors c'est pareil, dans l'absolu, vous pourriez le prêter à tous les membres du club. Je trouve que c'est pas très cool. De là à acheter pour tout chaque membre du club sa sonde. Bon, voilà, le X-Rite tolère sans problème que dans un club on puisse se prêter la sonde. Après, si vous avez 100 membres et que les 100 membres, j'ai envie de vous dire, jouez le jeu d'en acheter un peu plus qu'une pour être sympa envers X-Rite qui fait déjà un geste très sympa. Il ne bloque pas l'installation du logiciel sur un seul poste ou sur 2 postes portables fixes, mais c'est quand même un avantage avec les sondes X-Rite, on peut se passer la sonde. Donc, inconvénient de la sonde intégrée, on ne peut pas la partager. Avantage, on peut même faire un calibrage la nuit. Donc voilà, mon calibrage est terminé. Sur les écrans CS, donc voilà, on fait terminer. On peut faire éventuellement une petite vérification. Vous voyez, hop, là, il peut lancer une validation. Alors, c'est une validation toute simple. Elle est extrêmement poussée sur les écrans les plus hauts de gamme. Alors là, dans la gamme ISO, vous avez le CS, le CG intermédiaire et le CG le plus haut de gamme. Donc, sur la gamme version de CS Color 27 pouces, Navigator ça que serait tu le as CG. utilisé, Arnaud, c'est quelle version? Je t'entends plus. Alors, attends. Donc Quelle là, je version tu finis ça utilises? avec ça pour pouvoir te entendre. Voilà. Quelle version Il me tu redemande utilises? la suite. Non, c'est pas parce que je ne vais pas lancer le calibrage là maintenant. Je fais annuler pour la validation. Voulez-vous quitter? Oui, je veux quitter l'assistant. Et là, il est en train de rebasculer. Et voilà, mon écran en ce moment utilise le dernier profil que je viens de créer, la cible webinar. Et donc, je peux travailler pendant, je crois, 200 ou 250 heures, j'ai réglé, avec mon écran parfaitement calibré et j'ai rien eu à toucher que de lancer le calibrage. Voilà pour ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. D'autres précisions, donc sur mon site internet, sur le tutoriel dédié au calibrage hardware d'une part, au calibrage hardware avec Color Navigator d'autre part. Voilà, je vais Est-ce que tu arrêter. m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends pas, je vois tes lèvres, mais je ne. Non, mais j'ai compris. Laisse, j'ai compris. Est-ce que tu m'entends maintenant? Faut que je branche mon haut-parleur. Comme personne ne parlait, au bout d'un certain temps, mon ampli s'arrête. D'accord, est-ce que J'ai tu une m'entends petite maintenant? chaîne IFI. Voilà, je t'entends. Parfait. Alors, est-ce Donc, que vous question avez des importante, questions? attends, quelques petits détails. Question importante, tu utilises quelle version exacte de ISO Color Navigator? Alors, la toute dernière, la 7 et quelques. Alors, très important, quand vous allez 7.0, je ne sais plus combien, je ne sais plus où c'est noté, très important, ça existe en français. Donc, quand vous allez sur le site d'EISO, et vous tapez EISO Color Navigator, vous allez automatiquement tomber sur le site. Vous avez le logiciel à télécharger et il faut télécharger un pack langue qui n'est pas dans le logiciel à proprement parler. Donc, il faut télécharger deux choses. Vous installez Color Navigator et ensuite, vous allez dans les préférences. Alors, je vais reprendre la main 2 secondes, afficher mon écran principal. Je reprends la main. Vous allez dans les préférences et là, vous avez la langue. Là, elle est en français parce que j'ai installé le pack. Vous pouvez ajouter une langue. Comment ça se fait? C'est très simple. Quand vous allez télécharger le pack, c'est un fichier zip. Et c'est un fichier zip qu'il va falloir ajouter dans les langues là. Donc il y a plusieurs langues dans le paquet zip. Et après, vous choisirez entre le français, l'anglais, le Dutch et machin. C'est Voilà. un fichier zip. C'est dans le Alors, une support technique subtilité. ISO, il n'y a pas de problème, les gens peuvent le trouver. Il faut Ah bah de toute qu'on façon, c'est soit un petit peu considère. conscient du temps, il est 17h08. Ouais. Alors, pas mal de personnes n'ont pas tout compris sur le fait que là, ce que tu es en train de faire, c'est un calibrage hardware, parce que Mhm. c'est un écran qui permet le calibrage hardware, mais cet écran qui est un CS2420, et ce serait pareil avec un CS2731, qui est le 27 pouces, C'est exactement pareil. n'ont pas de sonde intégrée. Ce Pas de que son tu as intégré. fait, c'est tu les as connectés à une sonde X-Rite, i1 Display Pro, et tu as bien expliqué que l'un des intérêts d'avoir une sonde séparée de l'écran, c'est qu'elle permet plus Voilà. de souplesse, et notamment de calibrer les écrans d'un ami, les écrans un deuxième écran qu'on peut avoir, voire même l'écran d'un vidéoprojecteur. C'est la configuration que nous, on recommande. Si par contre, vous avez le budget, parce qu'il coûte quand même beaucoup plus cher, et que vous n'avez qu'un écran, à ce moment-là, les CG sont une bonne solution. Ça s'appelle les écrans Color Edge ou CG, et eux G. intègrent une petite sonde qui est dans la bordure de l'écran. Et ça, c'est pas ce qu'on a montré. On a montré un CS avec une sonde X-Rite qui est indépendante et qui permet ce côté plus souple que nous, on recommande. Après, si vous avez un CG, utilisez Color Navigator pour le calibrer, De bien toute façon, évidemment. voilà, le logiciel est rigoureusement le même dans les deux cas. C'est ça.
il va vous demander quelle sonde il détecte. Si vous avez un CG, il va détecter la sonde intégrée, mais il va vous demander si vous branchez votre sonde, et il va vous demander laquelle vous voulez utiliser pour le calibrage. Donc, il n'y a aucune différence au niveau du logiciel, quelle que soit la sonde, qu'elle soit intégrée ou pas. Parfait. Est-ce que tu voulais juste montrer en 2-3 clics, Oui, puisque l'intérêt de l'écran, une fois qu'il est bien calibré, j'espère que c'est clair pour tous, c'est que finalement cet écran il va être cruel. Il va vous montrer vraiment la tête de votre fichier, y compris les trucs qui ne vous plaisent pas, hein. Mais du coup, vous allez pouvoir les retoucher et les travailler. Et bien entendu, un des gros intérêts, c'est que ça va nous permettre aussi, et ça, ce n'est possible exclusivement que sur un écran qui a une couverture, donc un gamut qui s'approche d'Adobe RGB 98. Alors, dans ces cas-là, on peut faire ce qu'Arnaud est en train de préparer. Ça s'appelle de l'épreuvage d'écran ou du soft proofing. Si votre écran est en sRGB, c'est même pas la peine, n'essayez pas, ça ne marche pas. J'insiste, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, ça ne marchera pas sur 99,5% des ordinateurs portables, vous ne pourrez pas, n'essayez même pas. C'est l'un des intérêts des écrans graphiques. Et un point important à noter, si les écrans graphiques valaient plus de 1000 euros facilement, même en entrée de gamme, il y a de ça 4 ou 5 ans, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On commence à trouver des écrans graphiques autour de 450 euros TTC. Donc là, ce n'est pas ce qu'on montre, hein, puisque le CS2420, pour vous donner une idée, là, l'offre là, il est spéciale en avec, promotion à il est à 659 669 euros, qui est 669 euros en promotion. Voilà. voilà. Donc c'est un Et bon 24 pouces. l'écran, donc 1000 euros pour l'écran CS 2731. Voilà. Mais si par exemple on prend le CS2420 avec une sonde comme l'iOne Display Pro Plus, on reste en dessous de 1000 euros avec Voilà. une Et sonde c'est qui va nous parfait. permettre de faire plein de choses, de calibrer tous nos écrans et ceux de nos amis, et un écran de type graphique qui va nous permettre de faire ce que tu nous montres maintenant. Voilà. Le C'est, fameux soft proofing. s'il te Donc plaît. là, je prends une photo avec des couleurs saturées. Donc voilà, dès que vous avez des couleurs saturées, par exemple très saturées dans le coin en bas à droite, si je veux vraiment deviner ce que mon tirage va être, avec un écran art graphique large gamut, c'est indispensable. Et donc, vous avez un menu qui s'appelle affichage, premier menu tout en haut, format d'épreuve personnalisé. Et donc là, c'est ça le soft proofing, il commence là. Je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir avec la possibilité de simuler. Alors, deux choses vraiment très intéressantes. On peut simuler son écran, mais on peut surtout simuler. Je veux l'imprimer avec mon imprimante 7800 sur un papier barité, par exemple, ou un papier mat. Donc là, par exemple, je prends un papier barité, donc des profils sur mesure, des profils que j'ai créés avec mon iOne Studio, donc mon Spectro exprès pour calibrer mon imprimante et mes papiers. Et en faisant ça, voilà, je vais cliquer ici. Donc évidemment, il faut cliquer sur aperçu, compensation du point noir. Alors moi, souvent, j'aime bien cliquer sur simuler la teinte du papier. Et vous voyez la différence d'aspect. D'un seul coup, mon tirage, ma photo est devenue beaucoup plus claire. Alors, là aussi, c'est un point très important. On a parlé du gamma tout à l'heure. Là, quand j'affiche la simulation de la teinte du papier, vous dites, mais c'est dégueulasse, je perds tous mes gris, tout ça. Ben oui, mais pourquoi il y a une magie? C'est que quand vous regardez votre tirage, le gamma avec un éclairage standardisé, vous avez votre œil qui ne va pas travailler de la même manière qu'avec votre écran. Et donc, quand vous regardez votre tirage, eh bien, si vous le regardez tout seul, il vous paraît beau. Si vous mettez votre tirage à côté de votre écran, vous dites ah bah oui, pourtant ça ressemble. Quand vous regardez à l'écran, vous dites mais dis donc, j'ai perdu beaucoup de mes noirs, mes gris sont beaucoup plus clairs que sur mon image d'origine. Et quand je regarde mon tirage, pourtant j'ai l'impression d'avoir un très beau tirage qui a vraiment de la pêche avec des beaux noirs. Bah, voilà, c'est ça le soft proofing, c'est cette correspondance entre les deux. Alors ça va vous surprendre très certainement les premières fois, et puis après quand vous avez l'habitude, eh ben, vous allez surtout apprécier de pouvoir voir en vrai, en direct, avant même d'imprimer, comment votre photo risque d'apparaître, et donc de pouvoir continuer à faire des retouches, parce que je vais vous montrer encore une autre petite chose qui est géniale. Là, vous faites OK, et quand vous regardez au-dessus le titre de votre photo, vous avez entre parenthèses RVB, donc le nom de votre profil. C'est-à-dire que votre photo, si vous la regardez bien, vous êtes en train de travailler sur une photo qui est bien le gamut. Alors pourquoi là je suis en sRVB? Parce que c'est des tirages que j'envoie à imprimer à distance.
Et donc, pour pas avoir d'ennui au niveau de l'impression, là, je l'ai fait en sRVB. Mais si c'était ma photo master, mon master, moi, une photo comme ça, je la développe même pas en Adobe, je la développe carrément des fois en Pro Photo, carrément. Alors, l'inconvénient là, mon écran n'est plus capable de montrer totalement toutes les couleurs, mais il n'existe pas d'écran Pro Photo de toute façon sur le marché. Mais parfois, sur certains papiers, on peut aller un peu au-delà de l'Adobe. Alors, si vous vraiment vous voulez de faire du soft proofing parfait, eh ben, vous avez intérêt à choisir l'Adobe RVB 98. Et si jamais vous voulez vraiment le nec plus ultra, tout ce qu'il y a dans votre fichier, vous pouvez même le développer en Profoto. Eh bien, voyez, je suis en train de développer une photo en ce moment qui a son propre gamut, son propre espace couleur. Donc là, voilà, et admettons, c'est l'Adobe. Et pourtant, ce que je vois, c'est une simulation, puisque je vois entre parenthèses le profil de mon papier. Et du coup, là, en temps réel, vous êtes capable d'éditer dans les meilleures conditions possibles, donc avec tout le gamut de votre photo. À la marge, vous pouvez éventuellement retoucher votre photo en faisant du vrai soft proofing, parce que vous allez voir réellement comment votre photo va agir, va interagir avec vos différentes retouches, en étant très proche de ce que ça va devenir au moment de l'impression. Et c'est ça du soft proofing. Et là où je rejoins parfaitement Hervé, c'est infiniment plus pratique et plus facile, plus tout ce que vous voulez, quand vous avez un écran graphique qui est super bien calibré. J'ai beau essayer ça avec d'autres écrans, on s'en approche. On peut faire mauvaise fortune, bon cœur. Effectivement, on peut avec l'expérience se dire qu'on n'en a pas absolument besoin. Mais quel régal quand on a la possibilité d'avoir une bonne correspondance entre les deux. Voilà un peu comment on peut faire du soft proofing avec un écran art graphique super bien calibré. Voilà, je te redonne la main, mon cher Hervé. On va peut-être passer à une petite session questions-réponses. Donc, tu nous as dit Color Navigator, je crois que c'est le 709, c'est ça que tu as? 78, 708, 709, je ne sais plus. En 708, plus, il y a des 708. chiffres après la virgule, donc des fois c'est des Oui, corrections de bugs, mais on est mais il à y a des mises largement à plus de jour. 6. Largement plus de 6. Alors, pas mal de questions pour d'autres logiciels. C'est pas le débat aujourd'hui. Je suis désolé, je répète, vous êtes très nombreux. On ne peut pas répondre à toutes les questions et certainement pas aux questions individuelles, genre j'utilise le logiciel machin, j'ai un écran de tel modèle. On répondra pas. C'est le En jeu. tout cas, pas Le jeu, aujourd'hui. c'est de Vous répondre aux m'envoyez un questions qui mail, sont vous me suffisamment. téléphonez et je prendrai le temps de vous répondre, mais on fera Voilà. ça après. Là, on va essayer de répondre à des questions qui reviennent un peu souvent. Et si vraiment vous n'avez pas eu votre réponse, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter par mail. Je prendrai le temps. Là, en plus, on est en confinement, donc j'ai beaucoup de choses à faire pour mon site, mais je prends le temps vraiment parce que de toute façon, en plus, je joue le jeu. À partir du moment où je prends du temps pour passer devant vous, je sais très bien qu'en dans le temps qui nous est imparti, on ne va pas avoir le temps de répondre aux questions. Donc, aucune frustration. Si vraiment vous avez absolument besoin, avec, encore plus si c'est un cas particulier, n'hésitez pas à m'écrire. C'est vraiment je joue le jeu, je crois vraiment volontiers. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Alors, pas mal de questions. Le soft proofing, on peut le faire sur quel logiciel? Là, tu l'as montré sur Photoshop et c'est vrai que ça marche bien. Ah, c'est Est-ce que mieux, ça c'est peut mieux. fonctionner sous Lightroom? La réponse c'est oui. C'est pas la même menu, mais on peut aussi faire du soft proofing avec Ouais, Lightroom, mais les correct? retouches qu'on va faire derrière, c'est pas les mêmes. Pour moi, l'esprit du soft proofing, c'est quand même davantage Photoshop. Oui. On peut le faire sous Capture One aussi. Oui, ou Capture One, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, mais bien entendu, ce ne sera pas les mêmes menus, ce ne sera pas la même interface. Et le soft proofing n'est possible, j'insiste, que si votre écran est déjà bien calibré. Faire du soft proofing sans écran calibré, c'est du n'importe quoi. C'est tout. En gestion de la Et couleur, Maurice, beaucoup de vraiment personnes un rituel. s'énervent, mais j'insiste sur une chose, il est primordial de commencer par une chose. Apprenez à marcher avant de courir le 110 mètres haies. Il faut calibrer votre écran et bien le calibrer. Une fois que ça c'est fait, alors vous pouvez commencer à penser au profil d'impression, à l'épreuvage écran, peut-être à faire un profil de prise de vue avec quelque chose comme une charte comme ce qu'on a ici. Mais si vous calibrez pas votre écran, ça sert à rien de faire que l'imprimante ou que le boîtier. C'est nul. Je suis désolé, je Et le suis pas risque que gentil, vous je avez, l'assume, je suis pas gentil, mais c'est hyper important. Si vous retenez qu'un truc et si vous voulez faire qu'une seule chose pour avoir des couleurs plus précises, calibrez bien votre écran. C'est la première étape. Et bah, c'est la ça, tu base. parlais de Gérard Nimitski, il serait tout à fait d'accord avec moi. Et on est nombreux à être quand même un peu professionnels dans le domaine de la gestion de la couleur. Ça sert à rien de tourner autour du pot. Calibrez bien votre écran, c'est la première étape. En plus, si vous ne calibrez pas votre écran, l'inconvénient, c'est que vous allez avoir une différence écran-tirage. Et par quoi vous commencez?
Donc, vous allez triturer votre photo pour qu'elle veuille ressembler un petit peu à ce que vous avez à l'écran, et vous n'êtes pas rendu, vous allez gâcher énormément de papier pour faire des corrections, mais des corrections qui ne sont absolument pas nécessaires, juste en fait pour corriger les défauts d'affichage de votre écran. Et alors là, avec du CMJN pour compenser les défauts de votre écran, sachant que vous allez rajouter un peu de bleu, un peu de rouge par exemple. Mais l'intérêt d'un profil, c'est que vous ne rajoutez pas un peu de bleu ou un peu de rouge. Un profil, c'est une ligne qui n'est pas droite. Un profil, c'est une ligne qui va faire des crevasses et puis des montagnes pour corriger tous les défauts de votre écran, qu'ils soient en basse luminosité, en moyenne luminosité, en haute. Or, votre imprimante, la seule chose qu'elle peut se faire, c'est que vous allez ajouter du cyan, vous allez ajouter du magenta partout. Donc, vous allez peut-être corriger un défaut sur votre tirage en haut, par exemple, dans des valeurs claires, et puis, vous allez ouvrir une photo suivante où là, vous allez choisir le même réglage, vous imprimez. Là, c'était l'inverse qu'il fallait faire dans les parties sombres et vous avez tout à refaire, patatras, parce que, en fait, votre défaut n'est jamais linéaire, il n'est jamais le même sur tous les niveaux de luminosité. Donc, vraiment, si vous voulez gâcher beaucoup de papier, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Donc, le mieux, on est vraiment parfaitement d'accord, c'est de commencer par le commencement, l'écran, un bon écran. Si possible, c'est encore mieux, c'est encore plus facile, et vous le calibrez, vous avez un vrai juge de paix. Et après, vous passez au profilage de votre imprimante, et quand vous avez les deux avec des bons outils, c'est incroyable comme c'est facile d'avoir une très belle ressemblance entre les deux, et sans Y perte de a-t-il des gâchis d'encre et de différences, papier. y a-t-il des différences de qualité entre le calibrage de la sonde intégrée, par exemple d'un CG, ou avec une iOne Display Pro Plus? Oui, alors très légère, mais en fait, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Pourquoi? Parce que ça joue surtout sur la température de couleur. L'A1 Display Pro Plus, c'est un produit qui est un produit grand public. C'est un produit dont le prix est étudié. Il est extrêmement précis au niveau du calibrage des couleurs. En revanche, au niveau de la température de couleur, entre deux numéros de série, vous pouvez avoir une petite différence. En gros, un calibrage un peu plus chaud, à quelque chose près. Voilà, en général, on parle de 200 Kelvin d'écart, alors que dans la sonde intégrée aux écrans, c'est extrêmement précis. Et souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec la sonde intégrée, vous allez avoir un écran parfaitement neutre, alors que quand vous mettez votre sonde, ça peut être éventuellement un petit peu plus chaud. Mais c'est tout. Sur la précision des couleurs, sur les delta E, donc le delta E qui mesure sur un ensemble de patchs la précision des couleurs, vous avez la même chose. Sur le gamma, c'est la même chose. Sur le contraste, c'est la même chose. Moi, j'ai noté les mêmes chiffres. Il n'y a que sur la température de couleur que j'ai noté une différence mesurable et éventuellement visible. Alors, je ne dis pas qu'avec certains appareils extrêmement précis, on pourrait dire oui, mais là, sur le delta E, on est à 3 chiffres après la virgule avec l'un et seulement 2 chiffres après la virgule. Ça, moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je fais des photos pour la vraie vie, pour des vrais gens qui vont acheter mes photos. Je pense qu'un chiffre après la virgule, ça suffit. Et ça, le débat pour savoir si la sonde elle est encore plus précise en termes de delta E ne m'intéresse pas, parce que clairement, les chiffres que je peux obtenir sont suffisamment parlants, donc uniquement en température de couleur, selon moi. Merci. Peut-on utiliser Color Navigator avec un BenQ? La réponse est non, puisque Non, ISO. il faut être très Ils ont leur clair. propre logiciel. La sonde X-Rite, elle est livrée avec un logiciel qui s'appelle iOne Profiler. Ce logiciel iOne Profiler ne permet pas le calibrage hardware. Pour une raison très simple, c'est qu'il est universel. Il est fait pour marcher avec tous les écrans, tous les vidéoprojecteurs ou la très très grande majorité. Et c'est très utile parce que ça va vous permettre justement de calibrer l'écran d'un ami, l'écran d'un client, d'un partenaire. Vidéoprojecteur. Et avec votre écran qui permet le calibrage hardware, si c'est un ESO, vous avez une licence d'ESO Color Navigator, qui est une licence d'un logiciel qui est fourni par le fabricant de l'écran et qui va permettre de faire communiquer l'électronique de cet écran et de tous les écrans ESO avec les sondes X-Rite. Et si vous avez un écran BenQ, c'est un autre logiciel qui s'appelle BenQ, Palette Master ou Palette Master Element, qui permet de faire communiquer les écrans BenQ avec les sondes X-Rite. Et donc, en fait, vous vous retrouvez avec deux logiciels, ce qui est bien. Un qui est propriétaire du fabricant de l'écran et qui va vous permettre de faire le calibrage hardware des écrans, qui le permettent, hein, parce qu'il y a des écrans ISO qui ne fonctionnent pas avec Color La Navigator. CVEV, ça marche pas. Ouais. Ouais. Il y avait des questions sur les CX. Moi, je ne sais pas, je ne les connais pas, les CX. C'est C'est quoi ça? des vieux écrans. C'est des vieux C'est écrans, un on n'en Color parle pas. Navigator, par contre. Alors là, Non, on n'en parle pas. je ne sais pas s'il est Une compatible. Je ne sais émission, pas.
Vous avez les écrans SW qui sont livrés avec Palette Master Element. Si vous avez n'importe quel autre écran BenQ, il n'y a pas ce logiciel. Hein. C'est ce que montrait au début Arnaud. Il y a une dalle à rétroéclairage, à tous les écrans en ont. Et puis, il y a ceux qui sont mieux parce qu'ils ont le calibrage hardware. Et en plus de la dalle et du rétroéclairage, ils ont ce composant électronique, ce jeu de composants électroniques qui permettent au logiciel de fonctionner et de faire parler l'écran directement avec la sonde. Donc vous avez la sonde, elle va utiliser le logiciel propriétaire du fabricant quand vous faites le calibrage hardware. Et il faut absolument que cette sonde elle soit aussi livrée avec un logiciel générique qui permet de calibrer votre portable, votre vidéoprojecteur, n'importe quoi, pour les cas où c'est pas juste cet écran-là. Parce que ça c'est très utile et on a énormément de photographes aujourd'hui qui ont dans leur sac photo une sonde de type i1 Display Pro ou i1 Display Pro Plus. Pourquoi? Parce que très souvent, ils font un très bon boulot. Ils préparent leurs fichiers aux petits oignons et ils vont chez leur client qui leur dit « Ah, c'est bizarre, le portrait, là, je le trouve un peu vert. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien fait votre touche ?» Et donc, le bon photographe, il sort sa sonde, il dit « Ok, vous avez 2 secondes, on calibre votre écran. » Il le calibre. Et là, le client fait « Ah oui, là, les couleurs sont bien. » Voilà. Eh ben voilà. Et c'est une prestation que vous pouvez vendre si vous êtes photographe ou que vous pouvez décider d'offrir à votre client. Il lui dit, ben, vous voyez, je sais ce que je fais. Maintenant, comme je vous ai aidé, je vous demande de passer plus de missions avec moi. Mais pour ça, il faut avoir une sonde qui est autonome. Or, si elle est intégrée dans votre bordure de l'écran, bah, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, il y a Dell qui fait ça, Asus, BenQ évidemment, et EIZO à ma connaissance. NEC, pour les vieux écrans NEC aussi. Donc, quelques marques commencent à intégrer des logiciels à calibrage hardware avec leur logiciel propriétaire. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pareil, le logiciel de calibrage hardware, en fait, il est fourni par le fabricant de l'écran, pas par le fabricant de la sonde. C'est souvent une base i1 Profiler, donc la Oui. meilleure actuelle, hormis Color Navigator qui a sa propre base, qui est pour moi le NEC plus ultra. Alors, pas mal de gens posent des questions autour du Color Monkey. Il n'y a pas un Color Monkey, il y en a 3. Donc, je vais être précis. Il y a un Color Monkey Display. Le Color Monkey Display, il a une tête, c'est un peu comme ça, mais il est tout noir. Il n'y a pas de calibrage hardware avec. Il y a le Color Monkey Ça ne marche Photo. pas avec Color Navigator. Même si c'est la sonde est la même, elle ne marche pas avec Color Navigator. Non, il ne permet pas le calibrage hardware, point, avec aucune marque. Il n'est pas compatible. Vous avez les spectrophotomètres qui aujourd'hui s'appellent i1 Studio et qui auparavant s'appelaient Color Monkey Photo, qui eux fonctionnent avec Color Navigator, avec BenQ Palette Master Element et qui permettent donc de faire le calibrage hardware. Pour information, normalement, c'est des produits qui sont autour de 480 €. Et là, l'offre spéciale que je vais vous communiquer après le webinaire permet de les toucher à 399. Donc, on a réussi à les faire descendre en dessous de 400 €, alors que ce produit, je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a toutes les petites icônes qui sont là. Il permet de calibrer les vidéoprojecteurs, les écrans, les scanners, les imprimantes RVB, les imprimantes CMJN. Hyper VB, il n'y a pas d'imprimante RVB, mais qui fonctionne. RVB. Voilà. Ben ça, moi, j'adore. C'est avec ça que je calibre mes imprimantes, moi. Bah ouais, mais je n'aime pas calibrer l'écran. Par contre, je ne m'en sers pas pour calibrer l'écran. Voilà, je suis moins fan. Les spectrophotomètres, c'est moins précis dans les noirs qu'un colorimètre pour calibrer un écran. On peut, mais c'est un petit peu moins précis. Je préfère un colorimètre pour l'écran et un spectrophotomètre pour le papier. Voilà. Alors, Color Monkey ou Pantone, je ne comprends pas, Raphaël, ta question. Donc, Color Monkey photo ou Color Monkey design. Normalement, les deux, je crois, fonctionnent avec le calibrage hardware et certainement les i1 Studio. i1 Studio. Et ça, moi, c'est mon outil préféré. Je l'ai tout le temps avec moi parce que on peut calibrer la majorité des choses avec ça. Mais je comprends, à 399 € pour certaines personnes, c'est un peu cher. C'est pas forcément un produit que vous devez acheter en solo. C'est ce qu'expliquait Arnaud tout à l'heure. C'est intéressant de raisonner. Une sonde pour calibrer l'écran ou un spectrophotomètre comme ceci, on ne vous demande pas de le payer de votre poche. Ça peut être aussi dans le cadre d'un collectif, plusieurs photographes qui travaillent ensemble, un photographe avec un graphiste, un club photo. Comme les licences, on vous l'a expliqué, sont non limitées en nombre d'installations, vous pouvez l'installer sur autant d'ordinateurs que vous le voulez. Bien entendu, vous pourrez calibrer que quand il est branché, donc vous pourrez calibrer qu'un écran à la fois. Mais en tout cas, pour le logiciel, vous pouvez l'installer 100 fois, 1000 fois à la limite, si vous voulez, ça marche.
Donc ça, Les c'est important professionnels. comme information. Et puis, un dernier point, certes, c'est 400, c'est peut-être beaucoup, mais si vous voulez une solution encore plus professionnelle, on passe à 1005. En fait, c'est un produit super abordable pour faire ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps, il fallait dépenser des fortunes pour super bien calibrer une imprimante. Donc oui, c'est plus cher qu'une sonde d'écran, mais c'est abordable quand on voit les autres produits qui permettent de calibrer une imprimante. Bon, Erwan Raffalen n'a toujours pas compris, donc je réexplique pour la troisième fois. Les écrans CS n'ont pas de sonde intégrée de la marque ISO et ils vont être calibrés comme vient de le faire Arnaud avec une i1 Display Pro. Est-ce que tu peux montrer la sonde? Je pense qu'il faut que tu montres qu'elle a un petit câble USB. Voilà. Vas-y. Et One Display Pro, Voilà. voilà, que j'ai branché sur l'ordinateur qui commande l'écran. Très bien. Et, Indispensable. et donc les CS n'ont pas de sonde intégrée. Les CG ont, pour ceux que je connais, mais je ne prétends pas connaître Les CG ont 100% une de la sonde intégrée, hein. philo. Les CG ont Je une crois sonde que les intégrée. CG ont tous une sonde intégrée, à ma Ah ouais, connaissance. ah ouais. Hmm. Et c'est bien, elle est puissante, mais comme elle est intégrée, elle est moins souple, elle est beaucoup moins pratique à utiliser. Si vous êtes photographe, si vous vous intéressez à la photo, un jour ou l'autre, vous voulez peut-être calibrer votre ordinateur portable ou un vidéoprojecteur, ne serait-ce Ou qu'une un fois deuxième par an. écran, un écran secondaire. Un écran secondaire. Il n'y a pas besoin d'un écran ISO pour mettre les palettes outils. Moi, j'ai plusieurs palettes outils de Ouais. Photoshop. Je les ai mis sur mon écran secondaire. Et du coup, l'intégralité de la très belle image de mon écran ISO est dédiée à l'image et pas à des palettes outils, ce qui est complètement débile. Ouais. Et alors après, si vous avez un écran CG avec sa sonde intégrée et que vous voulez calibrer un vidéoprojecteur ou un autre écran, eh ben vous achetez en plus une sonde i1 Display Pro, ce que font beaucoup de gens qui ont des écrans CG. Hein. Simplement, en budget, bon, bah, vous ne regardez pas trop vos sous. Si vous vous intéressez à un bon rapport qualité-prix, c'est plutôt les solutions qu'on vous a montrées, ce sont des écrans qui n'ont pas de sonde intégrée, et donc vous achetez la sonde séparément. L'un plus l'autre, de toute façon, ça vous coûtera probablement un petit peu moins cher qu'un CG. C'est on s'en approche Ah quand même oui, bah oui. assez furieusement en termes de qualité. Moins Vous cher. avez un petit plus de qualité avec les CG, mais c'est plutôt des écrans qu'on va trouver chez soit des photographes qui reçoivent des pointures, donc vous faites de la photo pour une marque de luxe, ouais, ça Voilà. en jette d'avoir un écran CG pour votre retouche et vous travaillez pour Dior, pour Chanel, ils vont arriver chez vous, ils font waouh, il est bien équipé, cool. Très bien, Là, dans ces cas-là, là, vous avez raison. j'exagère. Il y a aussi un petit avantage, mais qui sert strictement à rien pour monsieur et madame tout le monde, même pro, c'est la Ouais. fameuse validation selon certaines normes qui vont faire que si jamais il y avait un procès avec Dior ou Chanel, si le rouge à lèvres n'est pas exactement retouché comme il faut, vous avez un écran qui vous permet qui est validé parce qu'il respecte des normes et du coup vous avez vraiment des arguments à faire valoir en cas d'un procès éventuel que vous ne pourriez pas faire valoir. Bon, mais évidemment, mais quand vous travaillez pour Chanel et Dior, les contrats sont pas du tout les mêmes que si je travaille avec l'Office du tourisme de l'endroit où j'habite. C'est pas les mêmes tarifs. Du coup, l'écran il coûte 2 fois plus cher à peu près qu'un écran CS. Oui, mais là c'est pas grave parce que vous allez gagner Alors forcément beaucoup attention, plus. Arnaud, c'est vrai, les CG 241, les CG 243W, apparemment n'ont pas de sonde intégrée. Mais c'est des vieux modèles, c'est des vieux modèles. Oui, C'est c'est ça. fini ça. Dans les gammes actuelles, Dans les gammes tous les actuelles, ils ont tous. CG Ils ont tous. ont des sondes intégrées. Ouais, oui. Mais précisons, donc effectivement, les vieux modèles, je crois que on est sur des produits qui ont 6 ou 7 ans, ou Oh oui, peut-être plus. Je pense qu'effectivement, il y a eu des CG qui n'avaient pas de sonde intégrée. Dans la gamme actuelle, c'est le cas. Et les forcément. CS, C'est donc une vieille version. ça peut être intéressant. Toujours une question. Donc, ouais, bon, ça c'est bon. Les résolutions, on va pas en parler. Très bien. Alain, qu'est-ce qui serait pas compatible avec Color Navigator 6? Pour moi, ça Ah peut si, ça marcher, marche. hein. C'est dommage parce qu'il n'y a pas le. Après, ça va dépendre de votre écran. Par exemple, pour tester le 319X qui va avoir beaucoup plus de contraste, peut-être que là, il y a des. Après, il faudrait regarder exactement dans l'historique des nouveautés. Après, il y a des compatibilités aussi avec les derniers systèmes d'exploitation. Parce que par exemple, Catalina sur Mac est un peu spécial, il n'aime que le 64 bits et autres. Donc Color Navigator aussi n'améliore pas forcément son produit à part entière, mais aussi se rend compatible avec les différents systèmes d'exploitation. Hmm. Question importante. Une fois qu'on a fait un profil ICC,
Et c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas deviner ça. Mais c'est important qu'on le réexplique pour tout le monde. Une fois que le profil ICC il est fait, tous vos logiciels graphiques, et je vous expliquerai la petite subtilité, vont pouvoir tirer parti du profil ICC. Donc vos logiciels comme Lightroom, Photoshop, effectivement VLC, etc. Mais sous Windows 10, Microsoft, que nous aimons tant, a décidé que la visionneuse de Windows n'était pas un logiciel graphique. Et donc, elle ne Voilà, va pas chercher les informations de votre profil ICC. Et donc, vous hallucinant. avez énormément de personnes sous Windows qui nous disent ouais, mais calibrer, c'est de la merde. Quand j'ouvre avec ma visionneuse, les couleurs, c'est pas du tout les mêmes que dans Photoshop. Ça fait Voilà. juste 15 ans qu'on le sait tous. Donc, arrêtez, renseignez-vous. Microsoft a décidé, pour faire chier tout le monde, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, Bah, depuis 15 ans, que... ça commence à faire long, oui, ça commence à faire mais c'est long, vrai que ça 15 fait ans. 15 ans, Non, je suis que d'accord avec la toi, c'est visionneuse incompréhensible. la Incompréhensible. visionneuse ne sait pas gérer le profil Voilà. ICC. Et quand on a contacté le support technique au bout de la 10e question, j'ai quelqu'un qui m'a répondu en me disant je vous inquiétez pas, je démissionne la semaine prochaine, mais je vais vous dire la vérité. En fait, Microsoft, ils n'ont pas envie parce que quand ils intégraient l'ICC, ils avaient plus de questions en support technique et donc ils ont préféré l'enlever. Comme ça, c'est plus simple pour le support. Le truc qui est complètement fou, vous utilisez Picasa, AC/DC, plein de logiciels qui sont gratuits, et eux, ils sont capables d'utiliser le profil ICC. C'est cool, mais pas la visionneuse de Windows. Alors, vous savez quoi, la visionneuse de Windows, vous la mettez de côté, vous Voilà. l'utilisez plus jamais. Vous notez que Microsoft est dans un surnom qui s'appelle Crimosoft, et comme ça, on est tranquille. Et vous utilisez Photoshop, Lightroom. Je suis désolé, j'ai l'air énervé, mais ça fait Le paie, 15 ans c'est qu'on ça. explique la même chose, et je ne suis pas le seul, on est très nombreux à en avoir ras la casquette, parce que la visionneuse de Windows, mais oubliez ce logiciel. C'est pas intéressant pour les Non, passez sur photographes, Mac. Passez et sur c'est tout. Mac. Ou sur Mac, on n'a jamais eu ce souci. Dans Bah, macOS, vous avez les icônes Color dans la Center. barre le dock Mais sur un oui, écran large gamut s'affichent avec des couleurs normales, puisque chaque icône a un profil. Donc là, toutes les couleurs du système d'exploitation sont gérées dans macOS. voilà. Donc, sous Windows, oubliez la visionneuse, c'est pas la peine, elle va vous emmerder tout le temps, dès que vous calibrez. Alors, si vous calibrez pas, ben, évidemment, tout marche pareil, puisque ils utilisent le profil par défaut de De Windows, base, c'est pas et donc vous n'avez pourvu pas pour d'écart. RGB. Mais Voilà. vos couleurs sont fausses. Super. Bon, elles sont pas fausses, mais elles sont pas super précises. C'est dommage, vraiment, c'est Imprécis. dommage. C'est dommage. Et Enfin, puis, si il vous êtes faudra. là, c'est que vous n'en êtes pas là. Si vous êtes en Voilà. train de nous regarder, c'est que vous n'en êtes pas là. Mais pas de souci. Alors, qui utilise la... bah voilà, qui utilise la visionneuse Windows en photo? Bah, je suis d'accord avec, je pense que c'est Thierry. Faut pas, n'y allez pas, c'est pas bien. Vous aurez que des soucis. Donc ça, Bah, c'est c'est intéressant. Mais calibrer un écran, ça donne plein de bons résultats. N'oubliez pas une chose. Après que votre écran soit calibré pendant un jour ou deux, ça va vous paraître bizarre. Il est possible que votre ah écran oui. vous paraisse beaucoup plus terne, qu'il vous paraisse beaucoup plus jaune. C'est possible. Et puis progressivement, vous allez vous habituer. Ne jetez pas l'éponge trop tôt, une fois que vous avez bien Trois calibré jours. votre écran. 3 jours. 3 jours, Expérience, il y a des 3 gens, jours. c'est 3 semaines. Hein. J'ai des gens, c'est 3 semaines. Et j'en ai, Oh c'est non. 2 mois. Ouais, mais ça fait trop longtemps là. Ouais, mais c'est bien fait pour eux. Ils avaient qu'à y passer plus tôt. Ça fait Non, 15 ans que je parle que c'est important de calibrer son écran. ouais, voilà. Alors, Mais je tu vais as raison de regarder si... préciser qu'effectivement, il faut un ordre d'adaptation. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. La différence entre iOne Profiler et Color Navigator, ben, on vient de vous montrer Color Navigator. C'est pas le même Si vous avez logiciel. iOne Profiler, utilisez-le. La différence, c'est entre le calibrage logiciel et le calibrage hardware. Le calibrage Voilà. hardware, c'est ce qu'Arnaud a expliqué 3 fois déjà. C'est moins d'erreurs manuelles parce que c'est plus automatisé. Ça va plutôt un tout petit peu plus vite et plus de précision. Et le profil est stocké dans l'électronique de l'écran. Donc ça, Voilà. c'est le principe du calibrage hardware. Ce n'est pas une question de logiciel tout seul, c'est le calibrage hardware est supérieur au calibrage qui ne serait pas hardware. Libre à vous de voir pour vous, chez vous, si ça vous Voilà. apporte quelque chose. Et ensuite, vous choisirez d'utiliser l'un ou l'autre. Ce qui est important, c'est de calibrer l'écran. Calibrage hardware, si vous y C'est un allez, plus. C'est un bah plus. ouais. Mais si ça vous plaît pas, ou que vous trouvez que c'est compliqué, ou que tout simplement vous n'y avez pas accès, faites un calibrage avec iOne Profiler, c'est très très bien aussi. Alors, on continue. Des architectes utilisent la visionneuse quand on calibre leur écran, ils ne comprennent pas toujours. Ah ben c'est clair. Hein.
En SRVB, la visionneuse fonctionne. Ben oui, peut-être, Ah mais oui, mieux, justement. mieux, parce qu'elle montre pas. En fait, elle fonctionne pas mieux parce qu'il y a un rapport. C'est simplement qu'elle montre pas les défauts. Alors qu'un écran Adobe RVB 88 va montrer les défauts de manière flagrante de la visionneuse. Si vous êtes en SRVB, bah c'est voilà, ça va cacher, ça va mettre la poussière sous le tapis, quoi. Donc ça vous fait croire que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas du tout. Tout à fait. Euh, bon, je sais pas, qu'est-ce qu'il dit? Lors des mises à jour, Color Navigator pour Windows impose la gestion des couleurs Windows. Il faut aller, ça c'est Gérard qui nous dit ça, il faut aller le décocher dans les paramètres. Oui, c'est possible. Quid de la vidéo avec cet écran? Alors, ce qu'on a montré, c'est une session photo. Il est 17h40, on va encore se donner 3 minutes. On a décidé volontairement dans ce webinaire de ne pas du tout aborder le profilage pour la vidéo. Ce sera l'objet peut-être d'un autre webinaire. À un autre moment, on ne peut pas tout couvrir, hein. On en aurait pour 3 jours. Déjà là, vous voyez, juste sur le calibrage écran, on a abordé pas mal de sujets. On vous a expliqué la différence entre SRVB et Adobe RVB, calibrage normal par rapport à calibrage hardware, les différentes gammes d'écran. Et la vidéo, c'est une autre problématique qui n'intéresse pas tout le monde, donc on a décidé volontairement de ne pas en parler, donc on n'abordera pas ce sujet. Écrivez-moi et puis on en parlera. Ou appelez-moi, on en parlera. J'ai plein de choses à te dire. Oui, alors j'avais envoyé Mais au là, on n'a pas le début temps. On n'a pas le temps. le site d'Arnaud. Je vous le renverrai dans l'email post-webinaire avec un lien sur les offres spéciales qui ont été faites, et je le répète, qui sont valables que jusqu'au 12 mai par, 7 jours, d'un ouais. côté, Profot et par Graphic Réseau. Les prix sont les mêmes à l'échelle revendeur qui vous plaît le plus. Euh, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Amazon. C'est pas une obligation. Vous n'êtes pas Et obligé surtout, alors de. non, non, mais alors là vraiment, non, non, alors là, je me permets. Vas-y. Surtout avec EXO, surtout avec EXO, surtout avec EXO, parce que je travaille avec Amazon, je vais pas cracher dans la soupe. En revanche, les écrans EXO qui viennent par Amazon France ne viennent pas d'Amazon France. Ils viennent d'Amazon, soit Allemagne, soit d'autres. Du coup, la garantie internationale, évidemment, est valable, mais vous n'aurez pas la même qualité de service si vous achetez directement chez Profot ou chez Graphic Réseau, parce que là, pour le coup, Amazon France avec EIZO, bon là, franchement, il y a un petit coup pas très sympa pour les revendeurs français. Donc il y a un vrai avantage à ne pas aller sur Amazon. Je ne parle pas pour les sondes et tout ça, vous faites ce que vous voulez. En revanche, pour les écrans, là, je me permets, parce que tout simplement, parce qu'après, on me téléphone, on me dit Arnaud, tu m'as pas précisé ce truc-là. Donc maintenant, je le précise sur mon site. Quand ça vient d'Amazon, ça ne vient pas de EIZO France, ça vient d'un autre EIZO. Ce n'est pas les mêmes garanties. Vous n'aurez pas la même qualité de service si vous avez un pépin. Ça sera garanti évidemment, mais pas avec la même qualité de service. Donc je n'ai pas envie de devenir responsable de tu nous as pas prévenu. Donc là, je me permets, c'est pour me protéger là pour le coup. Et puis au passage, ça donne un coup de pouce à Graphic et à Profot qui me soutiennent depuis très longtemps. Mais là, vraiment, je me permets de préciser ça. Très bien. Juste pour compléter, puisqu'on a parlé d'EIZO, on a rapidement cité BenQ. Jusque il y a 3 ans, on pouvait aussi penser à un NEC. Il y avait des NEC SpectraView, et je répète uniquement la marque NEC SpectraView, pas les autres NEC, Spectra. qui sont livrés avec un logiciel de calibrage hardware qui lui s'appelle NEC SpectraView Profiler. Ça marchait très bien. Mais depuis 3 ans, NEC est complètement sorti du marché en France. Il n'y a même plus vraiment d'interlocuteurs, donc on ne peut plus les proposer. Voilà. Si vous en Bon. avez un, tant mieux, ça marche bien, c'est des bons Oui, ça marche écrans très en très bien, général. très très bien. Mais c'est vrai que tu es d'accord que depuis 3 ans, c'est comme Ah ben, s'ils avaient plus rien. disparu, Moi, j'en quoi. ai testé aucun. J'ai eu un contact une fois il y a un an ou deux, mais c'est tout. Alors, si vous en avez un qui fonctionne encore, les derniers, les 71 là, fonctionnaient très très bien. On était au Oui, niveau oui. d'ISO, donc vous précipitez pas forcément. Voilà, parce qu'après c'est pas très écologique non plus. J'essaye de faire tourner le business de tout le monde, mais il y a un moment il y a l'écologie aussi. En revanche, voilà, ça fonctionnait très très bien. Les derniers fonctionnaient très bien. Bon, bah, écoutez, il y a pas mal de gens qui disent, en tout cas, parce que moi je vois le fil hein, avec toutes vos questions, c'est quand même mieux d'acheter notre écran ISO chez Profot ou chez Graphic Réseau. C'est vrai que le jour où vous avez un souci technique ou autre, vous avez quelqu'un à qui parler. Ouais, puis il Écoutez, sera remplacé en 24 heures et pas en 3 semaines, quoi. Voilà. On vous dira pas, oui, vous le renvoyez ou machin. Moi, ça m'est arrivé. Alors, c'est rare avec des écrans ISO, mais quand ça arrive, c'est remplacé immédiatement. Et puis, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas que votre grand-mère l'avait pas mis son chapeau rouge le jour où vous l'avez acheté. Ah ben non, alors, c'est pas dans la bonne garantie, c'est pas le bon jour, c'est pas le bon machin. Il n'y a pas quoiqu'en d'embrouille. plus,
Il n'y a pas Arnaud, en d'embrouille. plus, je crois qu'il n'y a pas de débat, c'est que, en plus, là, les offres spéciales qu'on a concoctées Mais avec, c'est pas cher. Ah bah, de toute façon, et, là, si vous allez chez Amazon, c'est plus euh, cher. Et puis, je sais même pas s'ils en ont ouais, en plus. Je sais même pas s'ils en ont. Parce ouais. avec le confinement, là, il y a rupture de stock sur beaucoup de produits. Mais bon, voilà, vous regarderez, mais en tout cas, j'aurais tendance à dire, même si c'est 2-3 € moins cher sur Amazon, honnêtement, Même moi je pas fais le sûr. pari de passer plutôt par un partenaire basé en France qui fait bosser des personnes avec des vrais salaires en France, plutôt qu'Amazon qui est tout le temps à réduire. Et même, C'est même pareil. Hervé, sur les sondes et ESO, les deux magasins dont on parle, ils sont extrêmement bien placés. Là, c'est pas juste pour être Oui, gentil avec eux. La sonde, moi, la sonde X1 i1 Display Pro, elle est moins chère chez Graphic notamment, avec qui je travaille depuis un certain temps. Donc, si c'est les mêmes tarifs, ça va être chez pareil chez Profit, ils sont moins chers que chez Amazon. C'est moins cher. ouais, il n'y a pas que Amazon exactement, donc vous savez quoi faire, vous êtes des grands. Non, puis ouais, il y a des gens qui font du super boulot, même en France, et même avec les charges françaises, il y a des gens qui font du super boulot au niveau tarif. Merci beaucoup, Merci Arnaud. pour On votre va juste attention et puis à très repréciser. bientôt sur mon Ouais, mail, sur mon téléphone. donc dans les offres, si tu peux regarder pendant que moi je les égrène un petit peu, l'offre spéciale chez Profote et Graphic Réseau sur le CS2731 que tu montrais tout à l'heure. Pendant ce temps-là, je vais expliquer les autres. Tu veux bien jeter un œil? i1 Display Pro, il est à 199 € jusque au 12 mai au lieu de 210 ou 219, ça dépend des Voilà, endroits. voilà. i1 Voilà. Display Pro Plus, je répète, c'est la sonde qui a gagné le prix de la meilleure sonde en 2020 pour tout ce qui touche à la gestion de la couleur. Donc c'est l'i1 Display Pro Plus. Normalement, elle est à 299, là elle est à 259. L'iOne Studio, je vous rappelle, c'est celui qui fait un peu tout. Il fait aussi les imprimantes et les scanners. Donc c'est pas juste un calibreur d'écran, c'est un spectrophotomètre. Lui, il est à 399 au lieu de 466. Le CS 2420, qui est un 24 pouces qu'on a utilisé tout à l'heure avec Arnaud, Ah, il est à j'adore, hein. 669 au lieu de 699. C'est une bonne solution. Et le Bah, CS c'est la même 2731 qualité que celui-là en 24 pouces. C'est la même qualité. et le 2731 qui a une connectique USB-C, par contre, ça c'est un des Voilà, éléments voilà. nouveaux. Il est à quel budget? 999 en promo. Voilà. Ah, Au là, lieu c'est de. plus d'une centaine d'euros d'économisés, là. Ouais, voilà. Et tous ces produits, normalement, sont livrables. Alors, des fois, il y a un jour ou deux de plus parce que Et en la chaîne confinement, logistique. je l'ai reçu du jour au lendemain, en confinement. Donc, a priori, c'est bon. En confinement, Oui, mais ne revenez pas. Arnaud, d'une région à une autre, il peut y avoir 1 ou 2 jours, donc juste soyez un J'habite petit dans peu le trou du patient. cul du monde. Tout le monde me le dit, mais qu'est-ce que tu fous à Clermont? Qu'est-ce que tu fous en Auvergne? Donc, j'habite dans le trou du cul du monde. Je l'ai reçu en 24 heures. Tu vas fâcher des Auvergnats, là. Ah, mais Merci j'adore cet beaucoup à endroit. tous. Merci pour votre attention et je te laisse le mot de la fin, Arnaud. Eh ben, merci pour votre attention, c'est un vrai plaisir. Merci Hervé, merci aux partenaires graphiques et Profot. Merci à toi Hervé de m'avoir invité, c'est vraiment top. Je pense qu'on a fait une jolie émission aujourd'hui. Merci. Au revoir. À bientôt. Au À revoir à bientôt, au tous. revoir.